Donc ça, c'est le baromètre du comportement. On a le niveau conscient, le niveau subconscient et le niveau du corps. Dis-moi oui, Oui, dis-moi non. non. Est-ce que tu sens la différence? Dans le miroir, on peut bien s'observer. Je vois parfois des personnes mais magnifiques et qui viennent me dire qu'elles se trouvent laides parce que je ne sais pas quoi leur a fait dire et croire que c'était pas le cas. Parfois, quand on a quelqu'un en face de soi qui nous énerve, c'est parce qu'il reflète quelque chose qui est chez nous. En fait, il y a deux manières de travailler. On peut travailler soit debout, et puis aussi on peut aller les faire sur la table de massage, et à ce moment-là, on va travailler de manière allongée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Laurence Seta, qui est une kinésiologue et qui va se présenter à vous. Bonjour Alix, je suis très contente de participer à ce projet. Donc, je m'appelle Laura Seta, je suis coach, kinésiologue et aussi praticienne en shiatsu. Ma vie avant, c'était une vie tout à fait différente parce que j'étais dans le secteur financier. Je travaillais pour des multinationales. J'ai fait un master en sciences économie. Donc, j'ai eu une première vie professionnelle. Et petit à petit, j'ai voulu faire quelque chose pour moi. Et je me suis intéressée d'abord au shiatsu, ce qui m'a permis de comprendre ce que c'était l'énergie ki, donc l'énergie vitale qui se trouve autour de nous et en nous. Et puis, j'avais envie de quelque chose d'occidental, parce que là, j'avais suivi le shiatsu avec un maître japonais. Et par rapport à mon approche de la clientèle, j'avais besoin de quelque chose de plus occidental. Et donc, j'ai appris le coaching. Donc, je suivi une formation en coaching. Et ouais, je suis quelqu'un de très curieux qui aime apprendre. Et c'était pas suffisant. Donc, je me suis dirigée vers la kinésiologie, qui est en fait quelque chose que j'avais envie de faire déjà il y a très longtemps. Mais par rapport à l'organisation familiale, c'était pas possible pour moi de suivre les formations. Et donc là, les enfants ayant grandi, j'ai eu l'occasion de me lancer dans cet apprentissage de la kinésiologie. Et ce qui me passionne dans la kinésiologie, c'est que je peux vraiment utiliser ce que j'ai appris auparavant, c'est-à-dire tout ce côté médecine chinoise qu'on a abordé avec le shiatsu, et puis aussi cette manière d'interroger la personne qu'on utilise en coaching. Donc c'est vraiment, voilà, j'utilise tous mes atouts dans la kinésiologie. J'aimerais qu'on puisse rentrer directement dans le vif du sujet. Comment définir la kinésiologie avec tes mots? Voilà. Alors, la kinésiologie, c'est une thérapie holistique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire holistique? C'est qu'on prend en considération la globalité de la personne. Donc, on ne s'attache pas spécifiquement à un symptôme. Donc, quand la personne vient, supposons qu'elle ait mal au dos, on ne va pas juste focaliser sur son mal de dos. On va vraiment lui poser des questions, l'interroger, et on va prendre, lors de la séance de la kinésiologie, tous les aspects. L'aspect émotionnel, l'aspect physique, bien sûr, l'aspect nutritionnel, biochimique et l'aspect énergétique. Et donc, on va regarder la personne dans tout son ensemble. Et si ça se trouve, le mal de dos vient d'une émotion qui est coincée dans son corps. Donc, voilà, ça, c'est la kinésiologie. On va dire qu'elle est holistique. La kinésiologie, c'est aussi quelque chose, une technique, une thérapie qui permet de retourner en arrière et donc de travailler sur les premiers moments, les premières causes du dysfonctionnement. Et on appelle ça une récession d'âge. Et donc, on va aller en arrière. Et en allant en arrière, on va pouvoir guérir, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas utiliser des mots comme guérison, soin, c'est propre au monde médical. Mais en tout cas, on va travailler sur cette thérapie, sur toutes les émotions qui ont été vécues et les mêmes genres d'émotions qui ont été vécues dans la vie de la personne jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'on peut même remonter en fait au moment où nous sommes in utero en fait. Oui, oui, donc quand on fait une récession d'âge, on peut remonter bien sûr dans la petite enfance ou l'adolescence, mais aussi dans la vie intra-utérine et même dans les générations, jusqu'à 7 générations passées. Et c'est tout un voyage alors pour la personne qui vient et qui fait appel à toi, alors Oui, à ces oui. connaissances-là. Et à quel point est-ce que ça peut être lourd pour une personne de faire ce voyage? Alors, c'est pas lourd pour la personne parce qu'en fait, la personne, je lui dis dès le départ, et ça fait vraiment partie du protocole de la kinésiologie, c'est on travaille en douceur. Donc, en fait, on va d'abord demander au corps, est-ce que tu es prêt à travailler en douceur? Et puis, ça peut être vraiment l'objet d'une séance en tant que telle. La personne se rend compte qu'effectivement, elle n'est pas prête à travailler avec douceur et
on va utiliser ce thème pour la séance. Et une fois qu'on sera assuré que la personne est prête à travailler avec douceur, on va aller dans le deuxième thème qu'elle aura choisi, propre, voilà, initialement, on va dire. Et ça, c'est très, très intéressant parce que du coup, il y a beaucoup de personnes qui reviennent et qui disent oui, mais j'ai pas envie qu'on ouvre mes traumas, j'ai pas envie de sortir de la séance et de me sentir plus mal qu'avant parce que ce sont des expériences qu'ils ont vécues voilà, dans d'autres pratiques thérapeutiques. Et ici, j'insiste vraiment, tout est fait en douceur, tout est fait en fonction de ce que le corps est prêt à livrer. Donc, en allant interroger ce corps, mais on va y revenir plus tard, on va vraiment s'aligner à ce que la personne est prête à vivre et donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, ce que je comprends, c'est qu'en venant ici, en faisant appel à la kinésiologie, pardon, c'est qu'on fait aussi appel, surtout en premier lieu, à la conscience de soi, en fait. C'est un premier travail, une première étape, c'est prendre conscience de son corps, savoir ce qu'il nous envoie comme message et prendre conscience, du coup, de ce qui se passe dans notre tête et ce qui le relie, du coup, au corps. Oui, oui. C'est un peu je dirais, enfin, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une première étape aussi C'est de vrai la que, kinésiologie? disons que la différence avec la psychologie, c'est que dans la psychologie, on va parler de sa thématique et on va faire fonctionner surtout le mental. Et puis, en fonction de ce qu'on va dire, de ce qui est là dans la conscience, dans le mental, on va petit à petit avancer aussi en fonction des réflexions du psychologue qui vont peut-être nous amener, nous mettre en lumière certaines choses. Et dans la kinésiologie, on va faire appel à différents niveaux. On va travailler sur la partie consciente, on va travailler sur la partie subconsciente et on va travailler dans le corps. Et donc, il y a des choses que peut-être consciemment ou via notre ego, on n'a pas envie d'aborder, mais le corps va nous dire, tiens, moi j'ai envie d'aller dans cette piste-là, j'ai envie de faire remonter à la conscience cette situation, cette problématique, cette émotion. Et donc, le corps qui a toute cette intelligence fait remonter à la conscience des choses. Et d'où ça vient, en fait, la kinésiologie sur quel continent, en fait, ce courant est né? Qui l'a inventé? Ou quelle est l'équipe, en fait, de chercheurs, de scientifiques qui l'ont inventé? Oui, donc en fait, la kinésiologie vient des États-Unis. Mhm. Donc, ce sont des personnes qui étaient à la base, par exemple, George Goodhart, qui était un chiropracteur, qui était très doué dans sa technique. Il y a d'autres personnes comme John T, qui est le créateur du Touch for Health. Donc, George Goodhart est le créateur de Applied Kinesiology. Donc, c'est des personnes qui étaient vraiment au sommet, au top de leur art en tant que praticiens, mais qui étaient face à des difficultés, face à leurs clients auxquels ils ne pouvaient pas apporter de réponse avec leur technique. Ce sont des personnes aussi, je pense, je ne les ai pas connues personnellement, c'est dommage, mais ce sont des personnes qui, je pense, étaient vraiment éminemment intelligentes, très curieuses, qui avaient envie d'apprendre et qui lisaient beaucoup, qui s'intéressaient aux découvertes et aux interrogations des autres personnes. Et donc, en lisant certains livres, ils ont pu mettre en application des choses parfois qu'ils ne comprenaient pas de premier abord après une première lecture, mais quand même, ça restait dans leur tête, dans leur cerveau. Ils pratiquaient leur chiropraxie sur le patient, mais ils se permettaient de toucher à certains endroits qu'ils n'auraient peut-être pas fait avant la lecture du livre. Et les gens ont eu des résultats assez bluffants. Et donc, c'est en se rendant compte qu'il y avait d'autres résultats qui guérissaient en fait des pathologies qui étaient là depuis parfois 10 ans, 20 ans, ils ont combiné leurs connaissances de chiropracteur avec ces nouvelles connaissances, donc du test, enfin de neuro-lymphatique, correction neuro-lymphatique, neurovasculaire, les méridiens. Ils ont combiné aussi l'apport de la médecine chinoise en travaillant sur les méridiens et les points d'acupression. Et donc voilà, c'est comme ça que la kinésiologie est née en fait. Ok. De la part, j'ai envie de dire, d'ajouter quand même sur des gens qui sont passionnés. Oui. Et grâce à eux, voilà, on a eu la kinésiologie. Donc, la kinésiologie, c'est un mélange de pratiques sur base de recherches qui sont assez objectives, médicales. Et donc, en même temps, on est parti du coup plus sur le continent asiatique à la recherche en fait de croyances spirituelles ou de recherche en fait. Ouais, je voudrais dire que dans les bases de la médecine chinoise, en fait, en travaillant sur ces méridiens, donc les méridiens, ce sont des circuits d'énergie qu'on a dans le corps. Il y a plein de gens qui ont mis ça en doute. Maintenant, avec la science actuelle, on a prouvé qu'effectivement, il y avait des circuits d'énergie qui circulaient dans le corps. Le point de vue de la médecine chinoise, c'est de considérer que les organes ont une âme, les organes sont aussi liés à nos émotions. Et donc, on peut travailler de manière symbolique. Et c'est ça l'apport, en fait, de cette médecine chinoise dans la kinésiologie, c'est de retrouver le symbole
des éléments. Donc, on a différents éléments, bois, feu, terre, métal, eau. On travaille avec ces éléments et avec la symbolique qu'ils représentent. Mhm. Chaque élément est lié à des organes ou à des glandes. On travaille avec la symbolique, par exemple émotionnelle, que ces organes représentent aussi. Donc c'est un domaine de recherche qui est, comme je viens de le dire, qui est toujours ouvert en fait à de nouvelles découvertes. C'est hyper important, j'imagine que ça soit un domaine d'expertise qui reste à chaque fois, qui se renouvelle par rapport, en tout cas, aux découvertes scientifiques et autres qu'on peut faire, j'imagine. Mais comment est-ce que la kinésiologie est accueillie en fait ici, par exemple en Belgique? Est-ce un domaine qui attire beaucoup de personnes? Est-ce que c'est un domaine connu? Donc, je vais d'abord répondre à la première question. Oui, c'est quelque chose qui évolue. Donc, la Mhm. kinésiologie évolue. Il y a des nouveaux cours qui sont créés par des personnes. Alors, ces cours sont présentés aux fédérations, aux différentes fédérations de chaque pays et sont validés, oui ou non, par ces fédérations. Donc, ça évolue, Mhm. effectivement. Et comment est-ce que la kinésiologie est perçue? Euh, ben, j'ai l'impression que c'est encore quelque chose de méconnu, alors que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, puisque les premières personnes à pratiquer la kinésiologie en Belgique, je pense que c'était dans les années 80, 90 qu'elles ont commencé à pratiquer en Belgique. Elles ont découvert ces Américains qui ont apporté cette nouvelle technique. Et donc, malgré tout, c'est quelque chose de méconnu. Alors, peut-être que c'est parce qu'on est dans les thérapies alternatives, peut-être qu'il y a peut-être ce questionnement aussi financier, hein, parce que c'est pas remboursé nécessairement par toutes les mutualités. Parfois, on peut avoir des petites interventions, mais ce n'est pas d'office. Donc voilà, c'est aussi une autre manière de voir. Je crois que quelque chose qui est différent, c'est que la kinésiologie, en fait, elle propose de faire un nouveau choix dans son existence. Donc, en kinésiologie, le but voilà, qu'on explique à la personne, au client qui vient, c'est de lui dire, voilà, vous avez l'occasion de redéfinir votre vie, vous avez l'occasion de refaire un nouveau choix. Et ça, c'est vraiment une autre manière de faire. Donc, c'est Mhm. sortir de l'assistanat et de prendre sa vie en main. La kinésiologie, elle ne veut pas maintenir les gens en dépendance, elle veut justement redonner l'autonomie aux personnes et la possibilité, avec ces nouvelles prises de conscience, de faire des nouveaux choix. Est-ce qu'on peut considérer la kinésiologie comme étant une médecine alternative alors? Alors, on ne peut pas utiliser le terme médecine, on va Mhm. parler plutôt de thérapie. Thérapie alternative alors, Voilà, comme tu as dit dans thérapie ton explication. alternative. D'accord. Et quel sujet en fait, à partir en fait de quelles recherches les premiers scientifiques qui ont découvert la kinésiologie et qui ont voulu la développer se sont intéressés? Enfin, il y avait quel type de cas en fait est-ce qu'ils avaient devant eux? Donc, comme c'était des chiropracteurs, c'était souvent des douleurs musculaires. Donc, les gens viennent chez le chiropracteur pour analyser un petit peu ce qui se passe au niveau musculo-squelettique. Mhm. Et en fait, ces gens-là se sont rendus compte que ce n'était pas nécessairement une douleur structurelle, mais que bien souvent, il y avait derrière ça de l'émotion. Donc, par exemple, George Gotthardt, il disait souvent qu'il y avait beaucoup de gens dans le domaine exécutif, donc des CEO, des chefs d'entreprise qui venaient le voir avec des douleurs du bas du dos. Et il y avait énormément d'émotions qui étaient bloquées dans ce bas du dos. Il y a aussi la personne qui a inventé le Brain Gym, qui lui était un éducateur. Mhm. Et donc, il avait des problèmes d'apprentissage. Il regardait un petit peu les difficultés d'apprentissage des enfants avec qui il travaillait. Et pour certaines difficultés d'apprentissage, il ne trouvait pas de solution. Et donc, la kinésiologie aussi, avec cette invention du Brain Gym, a fait prendre conscience qu'il y avait un autre moyen d'aborder les thématiques. Mhm. Si une personne du coup vient dans ton cabinet et s'intéresse à toi, comment est-ce que ça se passe? Comment se passe l'accueil? Comment vas-tu lui parler? Qu'est-ce que tu cherches à savoir et à comprendre? Est-ce qu'il y a des choses que tu ressens parce que la kinésiologie fait appel du coup aussi au sens? J'imagine que dans la formation tu as appris à avoir une conscience, enfin à obtenir une certaine conscience de toi-même. Est-ce que tu pourrais nous expliquer? Alors, quand quelqu'un vient en cabinet, donc je le fais asseoir. Alors, il y a parfois de l'appréhension, il y a un petit stress. Donc, j'essaye de mettre la personne à l'aise.
Je pose d'abord toute une série de questions pour savoir qui j'ai en face de moi, donc le nom, la date de naissance. Je Mhm. pose généralement des questions aussi sur la naissance, comment est-ce que la personne est née, par voie basse, par césarienne, parce que ça peut avoir une implication, c'est pas un automatisme, mais ça peut avoir une implication, donc c'est une information intéressante à avoir. Je demande comment ça se passe, ça s'est passé à l'école ou comment ça se passe à l'école si Mhm. c'est quelqu'un de jeune. Quelle est la situation de famille aussi, pour avoir une idée un petit peu de la structure, parce que la systémique rentre aussi en considération dans toutes ces questions. Et puis après ça, je posais aussi des questions au niveau de la santé de la personne, parce que comme on fait de la kinésiologie, on le verra plus tard, on appuie en fait sur des parties du corps. Comme il y a des corrections qui peuvent se faire aussi en acupressure, on va aussi appuyer sur des parties du corps. Donc je pose des questions au niveau de la santé de la Mhm. personne. Ce qui peut être aussi indicatif parce que voilà, s'il y a quelqu'un qui me dit ben, je souffre de ci et de ça, je vais prendre ça en considération et je vais garder ça en mémoire. Et puis alors à ce moment-là, voilà, la personne a eu le temps de se détendre, se raconter un petit peu. Et puis on va partir sur le thème de la séance. Donc, dans certains cas, j'explique ce que c'est que la kinésiologie parce que certaines personnes ne sont pas du tout au courant. Donc j'explique brièvement comment une séance se passe, comment ça fonctionne, etc. Et puis ensuite, on part sur le thème. Donc, je demande à la personne, mais tiens, tu viens en séance de kinésiologie, sur quoi tu as envie de travailler. Euh, et puis là, la personne me parle de ses difficultés. Et puis, j'essaye de faire en sorte que la personne énonce, oui, mais en fait, si tu devais utiliser une phrase, tu dirais quoi? Mhm. Et alors, on va partir de cette phrase. Cette phrase, bien sûr, on va travailler dessus à partir du moment où ça crée un stress dans le corps de la personne. Parce que si tout va bien, il n'y a pas de nécessité de travailler là-dessus. Donc, on vérifie que la personne, effectivement, face à cette problématique, vit un stress. On regarde aussi, on a un indicateur pour voir aussi si quelle est sa volonté de D'accord. changement. Parce que le but, c'est d'enlever le stress et le but, c'est de lui donner vraiment 100% de volonté de changement. Puis on pose toutes des questions comme par rapport à la douceur. Est-ce que tu es prêt à travailler en douceur? Est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es vraiment ici et présent? Est-ce que tu es prêt Mhm. à bénéficier de la séance à 100%? Et on analyse tout ça à tous les niveaux de conscience, subconscient, corps. On regarde aussi les différents niveaux de corps qu'on a. On a le corps émotionnel, le corps physique, le corps essentiel, donc la pure essence de qui on est. On a le corps qui est influencé aussi par le regard des autres, le corps mental, comment Mhm. est-ce qu'on a, quel système de pensée on a. Donc on s'assure, on fait aussi des équilibrations de départ parce qu'on veut partir sur un corps qui est prêt à nous répondre. Donc on va faire des petits tests de départ et s'il y a des déséquilibres, on va remettre la personne à l'équilibre. Et puis alors on rentre dans la session Mhm. et là on va travailler donc sur cette thématique qui a été élaborée au départ. On va travailler dans le temps présent, regarder ben, qu'est-ce que ça veut dire exactement, poser des mots sur les émotions qui sont ressenties. Donc, on a un outil qui s'appelle le baromètre du comportement qu'on verra plus tard. Donc, mettre des mots, parce que parfois les gens sont là et ressentent quelque chose, un mal-être, mais ne savent pas exactement dire ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Ensuite, on va ben, aussi apporter des corrections. Donc, ce qu'on appelle, c'est des corrections en kinésiologie, des équilibrations. Et donc, vraiment, on utilise alors des méthodologies pour apporter une autre information au corps. Donc, c'est ça qui est important, c'est qu'on ne fait pas travailler juste la prise de conscience, euh, mais on fait aussi, on fait un changement, on opère un changement dans le corps et on donne une autre information dans le corps. Et ce que je dis souvent, c'est que la kinésiologie, ça travaille vraiment de l'intérieur et c'est aussi pour ça que c'est très doux parce que ça commence à faire des modifications à l'intérieur du corps et petit à petit, avec les semaines qui vont passer, il y a un nouveau comportement qui Mhm. va émerger. Et lorsque cette personne va venir, en fait, lorsque tu viendras dans ce cabinet, est-ce qu'il y a des choses que tu observes directement chez la personne qui vient? Alors, en kinésio, on a exercé en fait notre regard. Mhm. Et c'est vrai, les sensations, ça, je pense que ça vient aussi du travail énergétique, parce qu'au plus on travaille dans l'énergie, au plus on est sensible, au plus on est à l'écoute de son intuition. Mais on va aussi observer la personne et sa posture, et on va aussi demander à la personne qu'elle prenne conscience de sa posture. Bon voilà, si elle a mal quelque part, ben, qu'elle se regarde dans un miroir, elle va peut-être voir une épaule qui flanche, et puis Mhm. on lui fait prendre conscience aussi de ce qui se passe au niveau émotionnel, vraiment de faire une sorte de scanning de son corps pour repasser partout. Et c'est important parce que ça permet la prise de conscience aussi au niveau corporel. Et le fait de s'attarder quelques minutes, pas Mhm. longtemps, mais quelques minutes sur
comment je me sens au début de séance et de refaire ce même scanning et de comment je me sens après, ça permet à la personne de se prendre conscience qu'il y a une évolution et cette évolution, elle peut avoir lieu dès la séance en fait. Mais donc ça veut dire qu'à chaque posture, chaque mouvement, chaque expression du corps signifie forcément quelque chose au niveau Alors, psychique. je ne suis pas comportementaliste. Il y a des gens, effectivement, qui savent tout à fait lire, qui savent exactement dire, voilà, en regardant une personne, quel genre de personne c'est, comment la personne fonctionne. Nous, on n'est pas vraiment dans ce genre de fonctionnement, mais on va peut-être regarder la structure du visage. Donc, en Mhm. fait, on a chacun une structure du visage avec des sourcils qui sont positionnés d'une certaine manière. Mais vraiment, ça va dans le détail, hein, la taille du nez, la forme du nez, Mhm. la taille des lèvres, le menton, le front, le crâne, etc. Et en fait, cette structure qui nous est vraiment propre, qui est individuelle, si elle est utilisée au maximum de sa fonctionnalité, on est alors aligné, on est dans une vie vraiment heureuse et épanouie. Et puis, on peut aller à l'encontre Mhm. de notre propre structure, à cause de l'éducation, à cause voilà, de certains comportements qu'on va mettre en place, mais qui ne sont pas adéquats. Et donc, on va aller à l'encontre de ce pourquoi on a été créé quelque part. Donc, dans ce Mhm. sens-là, oui, on regarde la structure. D'accord. Et au niveau du coup de cette prise de conscience que nous pouvons faire lors de la première rencontre, comment est-ce que ça se passe en fait cette rencontre avec soi-même? Comment est-ce qu'on peut se mettre dans un état un peu méditatif? Je sais pas si je peux dire ça comme ça, c'est un peu une espèce de méditation au début. Non, Non, même pas? non, c'est pas une méditation. Mhm. Non, Comment est-ce que ça se passe alors? Comment est-ce qu'on arrive à prendre conscience de soi ben, avec c'est des... grâce à la séance elle-même. Donc, en fait, quand on va aller en séance, il y a des choses qui vont être dites Mhm. et des choses. Et tout ça, c'est pas le kinésiologue qui va forcer la personne à dire les choses. C'est vraiment le protocole qu'on va suivre en Mhm. séance va amener à utiliser certains outils de kinésiologie et va faire en sorte que la personne va prendre conscience de certaines choses. Et donc, en fait, comme on apporte aussi des équilibrations énergétiques, il y a effectivement quelque chose qui se passe à l'intérieur du corps parce que on remet en fonction, on Mhm. remet en circulation l'énergie, on débloque des émotions. Donc, il peut y avoir évidemment une certaine fatigue qui s'installe ou un bien-être ou en tout cas la personne généralement elle sort de la séance et elle se sent différente à Mhm. l'intérieur, elle se sent parfois vraiment extrêmement fatiguée mais d'une bonne fatigue où elle sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'opérer à l'intérieur, parce qu'il y a eu un travail énergétique. C'est un effet qu'on peut avoir à chaque séance ou c'est... Alors, il y a des personnes qui ont déjà été voir d'autres kinésiologues et qui s'attendent chaque fois à avoir le même effet. Mhm. Une séance est toujours différente d'une séance à l'autre, même si c'est la même personne, elle va vivre sa séance de manière différente parce que les thèmes vont être différents, les outils sont différents. Donc ça peut être une séance où il y aura une forte prise de conscience, mais je pense qu'à partir du moment où on travaille dans l'énergétique, parce que voilà, on va apporter comment dire, il va y avoir une décristallisation des émotions. Donc à Mhm. l'intérieur de soi, il y a vraiment un phénomène qui va se produire. Et il y a l'émotion qui va être décristallisée. Cette émotion, elle est décristallisée, et donc elle doit sortir. Elle va peut-être sortir par les larmes, la transpiration, les urines. Elle va sortir peut-être par des sanglots. Mhm. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau physiologique qui change. Donc oui, je pense que les gens au niveau corporel ont des sensations. Mhm. Et donc, toutes ces séances, c'est vraiment dans le but, à chaque fois que la personne puisse sortir de la séance avec des outils qui vont lui permettre par la suite d'acquérir une certaine responsabilité et ce sentiment en fait, d'être responsable de son état et du coup d'avoir tellement cette connaissance de soi qui est à la fois physique et mentale que on arrive à vivre en harmonie en fait. C'est un peu Mhm. le but, je dirais, si je peux résumer. Oui, oui, moi je dirais même que le but c'est d'aller à la Mhm. rencontre de soi-même. Ouais. Alors bon, ça se fait pas en une séance, Mhm. hein, c'est tout un travail, mais on peut dire que ce qui se dégage de manière globale, c'est vraiment d'aller à la rencontre de Mhm. soi-même, de qui on est, donc de retourner vers son alignement. Et donc, c'est un peu ça qui se passe en séance, mais on ne peut pas déterminer le nombre de séances nécessaires pour arriver Ouais, ouais. jusque-là. Mais je dirais que de manière générale, avec peu de séances, Mhm. 3, 4 séances, on fait déjà un énorme travail. Et en parlant d'outils, quels outils est-ce que tu utilises en fait? Est-ce qu'il y a
des outils que tu utilises très souvent avec la plupart des personnes qui viennent dans ton cabinet, ou est-ce que c'est vraiment, tu es très sélectif par rapport aux besoins de la personne, tu es fort à l'écoute de ce qui pourrait lui convenir, et d'où viennent en fait ces théories? Donc, est-ce qu'on pourrait peut-être se lancer dans la présentation de ces outils? Donc, tu as parlé du baromètre, le baromètre de comportement. Oui, donc le baromètre du comportement, c'est un outil qui vient d'une technique de kinésiologie qui s'appelle 3 en 1 concept. Et c'est un outil qui va permettre de mettre des mots sur le vécu de la personne à l'âge auquel on travaille, que ce soit dans le temps présent ou à un autre âge quand on a fait une récession d'âge. Et c'est aussi un outil qui va montrer où on se situe. Est-ce que la personne est dans son conscient, dans son subconscient? D'où vient l'émotion? Est-ce que l'émotion est exprimée par le corps? Donc, ça permet aussi de montrer 2 états. L'état dans lequel la personne se sent, mais aussi l'état désiré, l'état dans lequel la personne a envie d'être. Et quand elle est dans cet état où elle a envie de se trouver, eh bien, c'est ça qui est beaucoup plus porteur. Donc, on va essayer de la faire passer d'un état à l'autre par une prise de conscience. Et du coup, ce baromètre, on peut le présenter peut-être? Oui. Je te laisse le présenter. Voici le baromètre que Laurence va utiliser. Oui, donc ça, c'est le baromètre du comportement. Et donc, il y a plusieurs niveaux dans ce baromètre. Donc, on a le niveau conscient, le niveau subconscient et le niveau du corps. Alors, quand je parlais de l'état dans lequel on se trouve, mais dans son mal-être, tous les mots sont indiqués ici de ce côté, dans cette colonne-là. Et puis ça, de ce côté-là, dans cette colonne ici, ce sont tous les mots qui vont exprimer l'état dans lequel on a envie d'être. Et donc, par exemple, on n'a pas encore présenté le test musculaire, mais on le fera très certainement. On fait un test musculaire et pour trouver l'information, on va demander au corps, par rapport à cette problématique, donc j'insiste, on travaille toujours bien par rapport à un thème de séance, on ne travaille pas pour quelque chose de général. Donc par rapport à la problématique, qu'est-ce que tu ressens et ça se situe où? Et donc on va chercher, tiens, par exemple, je me sens non aimée. Et donc quand on se sent non aimé, on va rapporter cette émotion qui a des impacts aussi dans notre subconscient et dans notre conscient. Et on dit à la personne, mais en fait, tu aimerais bien être comme ceci et tu aimerais bien être en sécurité. Et donc, on va essayer de parler de ça. La personne, généralement, les mots qui sont trouvés, ce sont des mots qui vont vraiment parler à la personne et qui sont vraiment en lien avec ce qu'elle ressent dans cette problématique. Et donc, le fait d'en parler, ça va lui faire du bien. Ce qu'on va faire aussi, c'est d'apposer sa main sur le front et sur l'occiput, ce qui va permettre de déjà apporter une équilibration, déjà apporter une correction, d'avoir un effet, de faire appel à une autre façon de voir les choses et d'enlever peut-être toutes les émotions qui sont liées dans son vécu. Mais il se peut aussi que la personne, lorsque tu lui présentes les mots, ressente une espèce de frustration parce qu'elle n'arrive pas à s'accorder à ces mots. Oui, alors, donc, désolée, je prends mes lunettes. Non, pas de souci. Quand on dit à la personne qu'elle est sans amour ou qu'elle est non aimable, ça fait mal, ça c'est sûr. Alors il y a des personnes pour qui c'est très évident parce que justement elles sont dans une situation, par exemple dans une rupture de couple, et donc elles se sentent sans amour, elles se sentent non aimables parce que peut-être que la personne les a trompées, etc. Donc, mais pour d'autres personnes qui viennent avec une douleur de dos, mettons, et puis qui se disent, en fait, c'est lié au fait que je me sens sans amour ou non aimable. Donc, ça peut parfois choquer. On continue la série de mots. On montre aussi qu'elle a envie d'aller vers quelque chose de positif. Et puis, on a aussi ce test musculaire qui va nous permettre de dire, tiens, est-ce que tous ces mots-là, qui pourtant ton corps a envie de te les montrer, ton corps a envie de te faire prendre conscience que c'est ça qui se passe, c'est ça qui est en jeu. Et donc, on va tester, on va voir si la personne adhère à cette nouvelle information. Alors, si elle n'adhère pas à cette nouvelle information, on va continuer le travail de la séance, on va faire des équilibrations, mais on s'assurera toujours en fin de séance qu'elle est parvenue à adhérer à cette nouvelle information. C'est ça le but, c'est pas de juste donner des informations et de faire en sorte que ce soit pas géré, compris, assimilé. Le but, c'est justement de pouvoir progresser et donc il faut que cette information rentre et soit acceptée par le corps de la personne et par la personne. Et pendant ce temps-là, quand tu présentes le baromètre et que la personne parle et donc il y a cette espèce d'association libre parce qu'elle peut faire allusion à des événements, etc. Est-ce que tu prends note ou est-ce que tu retiens
Alors, je ne prends pas note de tout. Mhm. Je prends note parfois de choses essentielles. Par exemple, des informations qu'on pourrait travailler dans une séance ultérieure. Mais en fait, j'essaie vraiment d'être à 100% avec la personne. Quand la personne est en train de raconter un élément difficile de sa vie, je vais pas Ouais. je vais pas prendre de notes parce que justement, je suis en train de faire une correction. Donc, je suis Mhm. entièrement avec la personne et j'essaye de vraiment comprendre ce qui se joue à ce moment-là. Et donc, Laurence, tu parlais également d'un test musculaire. Est-ce qu'on pourrait en parler un peu plus en détail de ce test musculaire? Oui, donc en fait, le test musculaire, ça permet d'avoir ce qu'on appelle un biofeedback, donc un Mhm. retour d'information, mais de notre corps, donc biologique. Et c'est un outil qu'on utilise et qui a été découvert par George Woodhart, un outil qu'on utilise pour justement avoir la réponse de la personne. Parce que si on s'arrête justement à ce qu'elle nous dit, à ce qu'elle nous formule, parfois, à cause de l'ego, on n'a pas envie de dire, ah ben oui, c'est ça que je ressens ou c'est ça que je ressens. Mhm. Et donc, en utilisant le test musculaire, le corps, lui, qui dispose de tout l'historique de la personne. Donc, c'est important de comprendre que toute l'histoire de la personne Mhm. est inscrite dans son corps. Et le corps aussi, c'est un outil pour la personne qui a envie d'aller mieux, qui a envie de faire remonter à la conscience les choses qui ne se passent pas très bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des maladies, parce que quand on a une maladie, c'est le corps qui essaye de nous dire, le mal a dit, le corps qui essaye de nous dire ce qui se passe. Et le problème, c'est qu'en tant qu'être humain, on n'a pas toujours envie d'être à l'écoute de ce corps. Et c'est pour ça que la maladie alors s'installe, Mhm. s'aggrave, et puis à ce moment-là, on commence à se poser des questions. Alors qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, dans une technique qu'on appelle le Touch for Health, on va voir les 42 muscles Mhm. et on peut tester ces 42 muscles. Mais le muscle qu'on utilise le plus souvent, c'est le deltoïde. Et donc, on va appuyer. Donc, c'est un muscle qui se situe ici dans l'épaule. Mhm. Et ce qu'on va demander à la personne, c'est de mettre son bras à une certaine hauteur. Et on va appuyer délicatement sur le bras de la personne. Ce qui va se passer, c'est qu'en fonction des questions qu'on va poser, le muscle va se sentir stressé ou pas stressé. Donc, quand il y a un stress, il y aura un changement en fait dans le tonus musculaire et c'est ça qui va être indicateur de la Mhm. réponse. Donc, qu'il y ait un stress ou pas stress, on va avoir une indication en fonction du tonus musculaire. Et ça, tu le ressens même si la personne n'en a pas forcément conscience, parce qu'il peut très bien être... On peut ressentir une tension et pourtant ne pas en avoir conscience. Mais ça, c'est ce que tu ressens, tu as été formé pour Oui, le oui, oui, ressentir. oui. Donc on est formé vraiment pour ça. Alors il y a aussi être kinésiologue, c'est aussi ça faire des expériences et Mhm. donc c'est un travail d'apprentissage et au fur et à mesure qu'on est en séance, au fur et à mesure, comment dire, notre toucher devient beaucoup plus fin. Je pense aussi que le fait de travailler en énergie, ça permet aussi d'être à l'écoute de la personne. Parce que par exemple en shiatsu, on doit vraiment être à l'écoute de la personne, écouter avec ses pouces Mhm. ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Donc ça, c'est tout un apprentissage que j'ai eu. Et donc, oui, on perçoit cette modification qui a vraiment une intensité différente d'une personne à l'autre. Chaque corps réagit de manière différente. Mais ce qui est intéressant aussi pour la personne, c'est petit à petit de se rendre compte de ce qui se passe dans son corps. Donc on lui explique en fait ce que c'est que le test musculaire et on lui demande aussi d'être à l'écoute parce qu'à partir du moment où on est à l'écoute de ce qui se passe en séance, on va commencer petit Mhm. à petit à être à l'écoute aussi de manière générale. Et est-ce que tu pourrais, si ça te dérange pas, essayer de voir par exemple où est-ce que tu placerais exactement du coup tes pouces par exemple sur le bras? Donc, quand on fait le test musculaire, on Si n'appuie jamais. pas avec les pouces, hein. Quand on fait le C'est test musculaire, on appuie juste avec la main, soit les doigts ici ou la paume de la la main. paume. Et je peux te montrer. Oui, Donc, tu peux, j'espère qu'on voit bien la voilà. caméra. Donc, on peut faire, il y a des techniques, on va utiliser les deux bras parce qu'on a deux hémisphères cérébraux, donc on peut avoir des réponses différentes et on va appuyer légèrement. Mhm. Normalement, sans appuyer, le bras se maintient et puis quand on appuie légèrement, il y aura une réponse. Donc, si le bras se maintient quand j'appuie, ma réponse est un oui, on va dire, il n'y a pas de stress. Et si, quand je pose une question, Mhm. le bras descend, ça veut dire que le muscle m'indique pas un stress. C'est vrai? Est-ce qu'on peut essayer avec une question peut-être pour On voir? peut faire comme question générale, on demande Mhm. à la personne de dire un oui, Oui. un non. Non. Donc, essaye de maintenir tes bras en Mhm. équilibre.
Un Donc, équilibre. normalement, ils doivent tenir. Ils doivent opposer une petite résistance, mais pas super forte du Mhm. point de lever mes mains. Tu opposes une petite résistance. Ok. D'accord? Je fais une équilibration Mhm. pour voir si tes muscles. Voilà, réponds. Dis-moi oui. Oui. Dis-moi non. Non. Dis-moi oui. Oui. Dis-moi non. Non. Est-ce que tu sens la différence? Ça va. Je, C'est-à-dire, j'ai l'impression que quand je dis oui, en tout cas, j'ai l'impression de ressentir. Enfin, c'est bizarre, mais comme une légèreté au niveau des sensations de mes muscles, on va dire. Et alors que le non, ça me titille un peu, on va dire. ok, donc il C'est y a très une bizarre. modification de ton Oui, tonus qui oui, je change dirais. et Oui, donc tu as moins de maîtrise, donc ton c'est bras aura ça. tendance à tomber. Exactement. Voilà, c'est ça Voilà. qui se passe. Ok. Donc ça, c'est par exemple le test musculaire, du coup, que tu vas faire. Et après, est-ce que tu rentres dans des questions un peu plus profondes ou tu commences juste avec par dire oui, enfin, à faire Oui, dire oui, pardon non, à la personne. on va Oui, non. rentrer dans. Donc, ça dépend des techniques, hein. Donc, Pardon. il y a des techniques où on va interroger tous les muscles. Donc, Mhm. ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment prendre, par exemple, en touch for health, on va faire toute une série de muscles. Et donc là, on teste muscle après muscle. Et on va noter tous ces muscles sur une roue plutôt liée à la médecine chinoise. Et on va Mhm. regarder, tiens, en fonction de l'heure à laquelle on travaille, en fonction de la thématique, quel est le muscle ou le méridien sur lequel on va travailler et apporter Mhm. notre correction. Donc là, à ce moment-là, on n'a pas spécialement parlé. Par contre, après, quand on aura dit, tiens, là, on travaille sur l'estomac, eh ben, on va prendre plutôt la symbolique de l'estomac et on va se dire, ben, est-ce qu'il y a des choses qui sont difficiles à passer dans ta vie? Est-ce qu'il Mhm. y a des choses que tu veux garder et que tu veux pas laisser passer? Donc là, Mhm. on est vraiment dans de la symbolique. La personne va se dire, bah oui, en fait, j'ai toujours ces idées qui restent là et puis ça me donne une lourdeur. Et donc, on va faire le lien entre ce qui se passe chez la personne, sa thématique, et en fait, ce que l'organe, une science de la médecine chinoise, a voulu nous passer comme information. Donc là, c'est par exemple le touch for health, c'est une technique comme ça. Si on travaille en one brain, on va travailler de manière différente. On a un protocole qui est vraiment très précis avec lequel on va travailler. Et là, on va suivre notre protocole qui va nous emmener dans des questionnements plutôt de tiens, si tu n'avais pas cette problématique, comment est-ce que tu te sentirais? Et puis, on va aller interroger notre baromètre du comportement pour mettre des mots sur ce qui se passe. Et à partir de là, une fois qu'on a installé, on va aussi aller chercher, très important, il y a quelque chose de vraiment très important qui va permettre à la personne aussi de comprendre pourquoi elle est dans cette problématique avant de commencer à rentrer dans la partie des équilibrations et des corrections. On va regarder quel est son comportement de la douleur. Donc en fait, un comportement de la douleur, c'est un comportement qu'on met en place pour ne pas faire face à la situation, pour ne pas Mhm. essayer de trouver une solution à la situation. Donc là, on a toute une liste de comportements face à la douleur et on va tester. Donc tout ce qu'on pose comme question, toutes les informations qu'on va retirer, on va les tester avec le test musculaire. Donc c'est Ok. jamais le kinésiologue qui va dire, mais oui, tu te comportes comme ça. Mhm. Non, le kinésiologue, voilà, il a la personne qui vient en séance et c'est la personne qui va, enfin c'est le corps de la personne qui va nous donner le cheminement. Donc le comportement de la douleur, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant de savoir pourquoi ou comment on se maintient dans la souffrance quelque part, quels sont les points qui font qu'on reste dans cette souffrance, ce comportement. Il y a le comportement d'évitement, donc ça, le nom le dit, on évite Mhm. d'une certaine manière. Donc il y a des comportements qu'on met en place pour éviter de faire face euh, à la difficulté, pour éviter de trouver une solution à la difficulté. On va aussi regarder, je veux dire, comment sous stress, quand on est sous stress, on fonctionne différemment de d'habitude et on va voir comment récupérer justement ce comportement qu'on oublie quand on est sous stress et ça nous permettra, enfin ça permettra à la personne de porter une attention sur ce comportement, de se dire attention, quand je suis dans une situation stressante, j'ai tendance à perdre ma confiance en moi. Donc qu'est-ce que je peux faire? Donc, de savoir que par exemple la situation stressante, on va dire, c'est passer un examen. Donc, quand je dois passer mon examen, je sais que j'ai cette tendance à perdre ma confiance. Donc, on va travailler sur comment est-ce que je peux mettre directement en place cette confiance. Et aussi, on va travailler dans le corps, bien sûr, avec toutes les équilibrations. Mhm. C'est tellement d'informations, en tout cas pour une personne qui viendrait comme ça la première fois. Donc c'est
un apport en connaissance que tu apportes aussi au niveau théorique Oui, donc à la personne. bon là, je parle de plein de Oui, sujets, aussi. donc ça fait beaucoup d'informations, mais c'est vrai que comme on a, enfin c'est un outil très très intéressant, c'est un outil, enfin pour moi, je dirais passionnant, et ça nous fait passer dans plein de choses, ça nous fait passer dans le présent, ça nous fait passer Mhm. dans le passé, ça nous montre un peu comment on fonctionne. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que le corps, eh ben, il n'a pas intérêt à te mentir. Le corps, tout ce qu'il a envie de te dire, c'est comment aller vers le bonheur, comment rétablir l'équilibre, qu'est-ce que tu peux améliorer dans ta vie pour aller vers le bonheur et aller vers l'épanouissement. Et au niveau, par exemple, de tous les exercices du toucher que tu vas exercer sur la personne qui vient, euh, comment est-ce que nous, du coup, seuls, est-ce qu'il y a des méthodes de toucher qu'on peut faire seul pour être en connexion avec son corps, ou ça va plutôt être une méthode qui va permettre à la personne de prendre conscience de certaines choses et du coup, quand on devient plus responsable par la suite, grâce aux séances, c'est plutôt juste par la parole et par la conscience. Enfin, je sais pas si j'ai été claire, mais en gros, juste pour résumer ma question, c'est est-ce qu'il y a des exercices du toucher qu'on apprend à faire seul une fois qu'on sort de ces séances et qu'on est prêt à avancer seul, on va dire. Oui, donc en fait, ça c'est aussi une question qu'on va poser au corps. Donc on va dire, Mhm. tiens, à la fin de la séance, est-ce qu'il te faut des exercices à domicile? Est-ce qu'il faut continuer quelque chose à pratiquer à domicile? Et puis on va chercher avec le corps aussi quel exercice est nécessaire. Mhm. Alors quand tu me poses la question par rapport au corps, je pense par exemple à ceci, ce mouvement. Mhm. Donc, on travaille en fait sur des points de méridien d'intestin grêle et on peut dire une phrase en même temps, on peut dire même si j'ai pas encore trouvé toutes les solutions à cette difficulté, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc ça, c'est un exercice que je peux proposer. Alors qu'on travaille évidemment sur le corps, puisqu'on travaille sur un circuit énergétique, sur un méridien. Et en même temps, le fait de répéter cette phrase, de dire même si je suis toujours en pyjama à midi, je m'accepte tel que je suis. Et le fait de répéter cette phrase comme ça plusieurs fois d'affilée, va aussi permettre d'envisager les choses de manière différente. Mhm. Alors, ce que je donne aussi parfois comme exercice, ça s'appelle la danse des méridiens. Donc, Aha. j'envoie un lien sur YouTube avec quelqu'un qui fait ça très, très, très bien. Et donc, ça permet de travailler et de faire des mouvements justement de ces muscles Mhm. et de s'entraîner. Et en faisant ça, on relance le circuit énergétique dans son corps. Et c'est un peu comme si, voilà, on se brosse les dents le matin, ben, on fait Mhm. sa petite danse des méridiens et ça met en énergie le corps. Donc c'est comme si on D'accord. apprenait une nouvelle Mhm. hygiène de vie. Et par exemple, je te donne un cas, si par exemple je me sens très anxieuse en dans la journée, est-ce qu'il y a des, euh, des mouvements que je pourrais Mais si tu te éventuellement sens très utiliser? anxieuse, tu peux utiliser ça. Surtout de Donc la c'est la technique technique du avec... poids karaté. Rien. ok. Donc aussi, quand on a de l'anxiété, on peut aussi mettre sa main sur le front. Mhm. Donc ça, c'est pour faire, par exemple, quand on sait qu'on va à un examen et puis on sent qu'il y a ce stress qui arrive, mettre sa main sur le front. Donc on est ici au contact avec une partie du cerveau qui nous permet d'appeler de nouvelles options, de voir les choses de manière différente. Ça calme la tension. C'est en fait, ça nous rappelle la main de notre maman Oui. qu'on avait sur le front qui nous apaisait. Donc ça nous Mhm. apaise. Qu'est-ce qu'on peut faire de la respiration, voilà, de la respiration en cohérence cardiaque, c'est pas spécifiquement un outil de kinésiologie, mais donc le but c'est de faire baisser ce stress, cette tension, et donc qu'est-ce qu'on fait? Mhm. C'est en fonction de sa capacité respiratoire, donc il y a des gens qui ont des petites capacités respiratoires, des personnes qui ont une plus large capacité. Le but c'est de respirer, d'inspirer sur un certain nombre de temps, par exemple Mhm. j'inspire sur 4 temps, et j'expire sur le même nombre de temps. J'expirerai sur 4 temps. Et donc, comme ça, on amène son cœur en fait à être en cohérence. Et donc, ça calme énormément aussi. Mhm. Il faut du coup avoir cette confiance en soi aussi pour être, quand on se retrouve dans une situation d'anxiété, etc., c'est important de se rendre compte qu'on est capable aussi de se calmer soi-même et Oui, d'éviter. Enfin, c'est un peu le but, en fait, en venant ici. Enfin, tu vas avoir l'habitude par la suite de pratiquer en fait toutes ces méthodes que tu auras découvert ici, mais seul. C'est vraiment hyper important de penser que. Parce que souvent, juste petite parenthèse, on a cette idée que dès qu'on va aller chez un thérapeute, qu'on va pratiquer une méthode, on va être un peu emprisonné parce qu'on ne saura jamais s'en sortir. Mais le but, il faut vraiment le comprendre, c'est hyper important, c'est que justement, on va te rendre ton autonomie, celle que de base tu as.
depuis petit. On n'apprend pas forcément, que ce soit dans les écoles, dans les familles, etc. Est-ce bien ou mauvaise? C'était la question justement, mais c'est hyper important de garder en tête qu'on a cette autonomie-là, Mm. de manière naturelle Oui, en oui, fait. et puis on a toujours nos mains, donc on peut toujours faire un point karaté, on a toujours nos mains, donc on peut toujours faire un contact frontal, donc on respire, donc on peut se focaliser sur notre respiration. Donc c'est vraiment des outils Ouais. qu'on a tous les jours avec soi, n'importe où, Mhm. à un arrêt de tram, hop, 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 Oui. respiration, pour être Mhm. plus discret peut-être. Donc on a toujours ces outils avec C'est nous. vrai. On aura peut-être l'air bizarre dans la station de métro, mais au fond de nous, on essaiera de se calmer. Surtout pour les personnes peut-être qui sont du coup plus anxieuses socialement aussi, ça peut être une des méthodes à utiliser. Oui, oui, pour trouver voilà, Mhm. le calme, faire baisser la Ça. tension, oui, Parce que s'apaiser en fait. c'est pas naturel en fait, cette anxiété sociale par exemple. C'est Non, l'être humain, je veux dire, de manière naturelle, n'est pas anxieux socialement. Enfin, je veux non, dire, non, l'être humain est un animal grégaire, ça veut dire qu'il aime bien être en troupeau, il a besoin il a d'être besoin, entouré, il a exact. besoin d'être au contact avec ses pairs, parce qu'en étant avec ses pairs, donc les personnes qui sont voilà, de son groupe, il reçoit aussi de la reconnaissance, et l'être humain, il a besoin de signes de reconnaissance. Donc, quand on Exact. est isolé, qu'on reste dans sa chambre et qu'on voit plus personne, il y a un dérèglement. En fait, c'est important de comprendre cette histoire, je dirais, de retrouver l'équilibre. C'est vraiment ce qui est, je dirais, si je dois retenir quelque chose de la médecine chinoise, c'est vraiment d'être en équilibre. Alors, on peut osciller, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelques périodes down, Ouais. enfin down, pardon, et puis on peut avoir des périodes plus euphoriques, mais c'est toujours de rester dans une espèce de bandeau, on va dire, autour de cet équilibre, parce que quand on fait des trop grandes oscillations, c'est jamais bon pour la santé. Donc c'est important de comprendre que se maintenir à l'équilibre, c'est l'idéal. Bon, être complètement amorphe à l'équilibre, c'est pas la solution parce qu'on vit des choses, on vit des émotions, on a des événements qui se passent dans notre vie, mais c'est quand même de tendre vers l'équilibre. Et quand on est dans des situations extrêmes, par exemple, quand on est dans des situations de phobie où on a des peurs qui sont vraiment parce que la phobie, c'est avoir une peur irrationnelle. Donc, quand on est dans ces extrêmes-là, ben, le, je dirais, ce qu'il faudrait se dire, c'est je dois plutôt essayer d'aller vers l'équilibre et de travailler avec quelqu'un qui nous ramène vers cet équilibre. Et c'est aussi quelque chose de tellement compliqué, je dirais, au vu du fonctionnement de notre société, à quel point, bon, c'est pas nouveau et on l'entend, j'imagine que tu dois l'entendre aussi plusieurs fois, un peu partout, mais c'est stressant. Enfin, en tout cas, ici en Belgique, dans notre société occidentale, on est fort relié, enfin, soumis à un stress intense de la part de nos supérieurs, du gouvernement, d'autres personnes, même de notre entourage, en fait. Il y a une pression, en fait, parce que, comme on a dit, il y a le soi que nous sommes de manière authentique et le soi qui répond, en fait, aux demandes, aux attentes du monde extérieur. Et c'est... Oui, c'est parfois c'est Oui, stressant, oui, c'est la très difficile, société vraiment. occidentale, bon, on va parler de la Belgique parce qu'on est en Belgique, la Mhm. société fait que nous apporte ce stress. Bah, d'ailleurs, enfin, petit aparté, bah, je me Mhm. souviens que j'avais été en Espagne et puis dès le moment où je suis arrivée sur le sol espagnol, j'avais senti cette différence en fait, cette différence énergétique et Mhm. je me suis fait la réflexion, donc le voyage forme la jeunesse, je maintiens. Oui, c'est vrai. Je me suis fait cette réflexion, bah, quand je vais retourner en Belgique, je vais vraiment porter mon attention sur cette notion de stress et faire en sorte que je ne retombe pas dans cette spirale, Mhm. de me laisser, je veux dire, influencer par le stress ambiant. J'aimerais bien faire une aparté sur deux notions. On a en fait notre propre conscience, donc les choses qu'on pense, qui nous appartiennent, qui sont en propre, mais aussi il y a l'influence de la conscience collective, c'est-à-dire tout le monde fait partie d'un collectif et quand il y a des idées majoritaires, on est aussi influencé de manière énergétique par la conscience de l'extérieur. Mhm. Donc c'est important justement de créer sa propre conscience et de renforcer cette conscience, d'avoir ses idées claires et de savoir en fait de se renforcer intérieurement pour pas trop se laisser envahir par les influences extérieures. Venir en séance de kinésiologie, ça permet aussi de se poser les bonnes questions, ça permet de faire un temps d'arrêt et ça permet aussi de revenir vers son être. Parce que dans la kinésiologie, on va tester aussi, tiens, est-ce que je suis là dans mon corps essentiel? Parfait.
Donc, le corps essentiel, c'est qui on est de manière instinctive, qui on est de manière essentielle, qui on est vraiment. Et je peux observer qu'il y a ce grand questionnement euh, qui n'est pas encore monté à la conscience de tout un chacun, c'est Mhm. de vraiment porter de l'attention sur soi-même, de se découvrir. Il y a beaucoup de personnes, notamment chez les jeunes, qui ne savent pas qui ils sont, qui ne savent pas, qui portent pas assez d'attention à l'être qu'ils sont. À partir du moment où on fait ce travail d'aller vers son intériorité, on Mhm. fait ce travail de se questionner, de s'intéresser, d'avoir vraiment de la curiosité par rapport à soi-même, ben, on découvre plein de choses intéressantes sur soi. Et aussi en trouvant des choses intéressantes sur soi, en s'intéressant à soi-même, ben, on va comprendre qu'on est quelqu'un avec beaucoup de puissance, beaucoup de potentiel, parce que ça c'est aussi je dirais, une ligne directrice de mon travail, c'est de montrer aux gens qu'ils ont énormément de potentiel, d'aller rechercher ce potentiel, d'asseoir ces fondations, ce potentiel de se sentir fort et puissant. Et quand on est fort et puissant dans son alignement et qu'on est bien avec soi-même, bah après on peut aller dans la vie Mhm. et on sait chaque fois vers où on doit aller Exact. pour aller se ressourcer. C'est ça, exactement. C'est hyper important. C'est à propos de quoi j'aimerais aussi un peu plus parler sur ma chaîne. Enfin, tu sais très bien, sur la chaîne Alix et ses questions, c'est essentiel de mettre au point du départ, en fait, cette question de connaissance de soi dans le type de thérapie, parce que c'est quelque chose qu'on recherche, en fait. C'est à chaque fois être sûr et certain que le monde, que tu penses qu'il soit cruel ou non, c'est super essentiel de se créer une espèce de maison pour soi-même, de se dire, ok, peu importe les obstacles pardon, que je peux rencontrer dans le courant de ma vie, j'ai la capacité, les capacités de me ramener à moi-même en fait, et de trouver la force de franchir certaines étapes de ma vie, et de me battre parfois pour certaines personnes face à ces obstacles, quoi. C'est parce que ça prend beaucoup d'énergie, la vie prend beaucoup d'énergie, grandir prend beaucoup d'énergie, même la connaissance de soi, quelque part, c'est tout un chemin. Enfin, j'imagine, Laurence, tu continues aussi à apprendre à te connaître, voilà. Oui, oui, oui. C'est tout un cheminement qui prendra toute une vie. C'est pas une connaissance objective. Voilà, on a à chaque fois cette mentalité de se dire que toutes les connaissances, toutes les théories sont objectives, A égale A, mais la connaissance de soi, c'est tellement vaste, c'est tellement... parce qu'il il suffirait même, imaginons, pendant 20 ans, on travaille tous les jours sur sa connaissance, sur les mécanismes, etc., qui sont en nous. Il suffirait que maintenant j'aille sur un autre continent, j'ai l'impression que tout va basculer, quoi, parce que on change, comme tu avais dit, au niveau des énergies, on change totalement d'énergie par rapport à l'environnement. Oui, oui, C'est ben, on reste quand même important aussi. toujours qui Oui, on est. Mais effectivement. je voulais revenir aussi sur ce Mhm. point de la maison, parce que tu Ouais. as parlé de la maison, et c'est important en fait, parce que pour Mhm. moi, la maison, c'est vraiment un symbole. Donc, alors on peut parler de sa maison Mhm. si on a sa propre maison, mais on peut parler aussi de sa chambre. Mhm. Et vraiment, euh, l'espace qu'on habite, c'est un symbole de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, quand il y a du désordre dans notre chambre, ça se peut enfin, fortement qu'on ait aussi du désordre à l'intérieur de nous, du Mhm. désordre mental, etc. Donc, prendre soin de sa chambre, c'est aussi prendre soin de son intériorité. Donc, regarder comment est sa chambre, regarder comment est sa maison, c'est aussi prendre conscience de, tiens, c'est un reflet, un miroir Mhm. de là où on se situe à l'heure actuelle. Donc ça, j'aime bien Mhm. cette allusion à la maison. Alors au niveau du voyage, vraiment, on va d'abord travailler sur soi. On va Mhm. travailler pour se renforcer soi-même. Et c'est vrai que voyager, c'est intéressant parce que parfois, on peut avoir une idée de la personne qu'on est censé être, surtout quand on est influencé par les réseaux sociaux. On se dit, ben, je dois être comme ci, je dois être comme Mhm. ça. Physiquement, il faut que je ressemble à ci ou à ça. Et quand on voyage, c'est intéressant de se rendre compte qu'il y a d'autres modes de pensée, Mhm. que l'attention est portée sur autre chose. Et donc, on peut se refléter, se dire, tiens, mais en fait, ça, je pensais que c'était important, mais Mhm. c'est pas si important que ça, c'est pas si fondamental, et revenir sur des choses basiques, même vraiment qui sont nourrissantes, en Mhm. fait. Exactement. Et aussi par rapport à la chambre ou à la maison aussi, que penses-tu de l'idée que certaines personnes, peut-être que tu en fais partie, de ces personnes qui se retrouvent dans le désordre aussi, qui ont cette habitude peut-être par l'éducation, enfin juste par habitude en fait, de vivre dans une chambre qui est pas forcément rangée, nickel, etc., mais qui se sentent bien, ça ne... Enfin, est-ce qu'elles n'ont vraiment pas conscience de cette idée à quel point une chambre rangée peut avoir un effet positif sur leur conscience, ou
En C'est... fait, bon, comme je vais appliquer le même principe qu'en kinésiologie, c'est-à-dire que j'ai pas les réponses Mhm. prédéfinies, donc je vais plutôt te répondre avec d'autres questions. Je dirais, ben, le fait, si ta chambre était rangée, Mhm. comment tu te sentirais? Qu'est-ce que ça peut opérer comme changement chez toi? Et le fait de ne pas vouloir ranger ta chambre et de dire, ben, tiens, j'aime bien vivre dans le désordre, mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Parce qu'il y a des fois où les Mhm. gens viennent avec des idées préconçues, avec un mode de fonctionnement et des idées, je dis toujours des idées bateaux, Mhm. mais ne rentrent pas à l'intérieur de cette idée, ne se rendent pas compte de la signification, parce qu'elle est différente pour chacun. Donc, une chambre en désordre, mais qu'est-ce que tu trouves à ce désordre? Qu'est-ce que ce désordre t'apporte? Mhm. Ou qu'est-ce que tu essayes d'éviter? Si c'était en ordre, en fait, ça veut dire que quoi? Tu as peur d'aller vers quelque chose de plus rangé? Est-ce que tu as peur de se poser plutôt des questions Mhm. dans un sens ou dans un autre, de manière affirmative ou négative, et de voir ce que ça génère? Quand on se pose une question, on a en Occident toujours cette tendance à fonctionner avec notre mental, donc on est là en train de réfléchir. Mhm. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question et puis vraiment de se poser et de fermer les yeux et de voir ce qui se passe à l'intérieur, de voir vraiment quelles sensations j'ai. Cette question, qu'est-ce qu'elle génère comme sensation à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui se passe? Et de mettre un mot sur cette sensation. Mhm. C'est vrai parce que ça me fait beaucoup réfléchir à cette idée de se dire que c'est une pensée, donc c'est certes, une pensée qui a une limite. Du coup, on se limite à cette pensée pour la laisser nous définir en se disant, ben, j'ai cette pensée d'être habituée à mon désordre, donc elle me définit et c'est ça mon ordre. Mais c'est vrai que ça peut être du coup, comme tu as dit, cette peur de se dire que dans l'ordre, en fait, on trouve du désordre vu qu'on n'a pas du tout l'habitude. Mais aussi, enfin, c'est quand même effrayant de se dire que euh, aller avoir la peur de se dire je risquerais d'être encore plus perdue en fait dans l'ordre quoi parce que Mhm. j'ai tellement pas l'habitude ou c'est quelque chose que je ne connais pas alors Oui, est-ce voilà. que je perds tous mes repères alors vu que j'ai tendance à me définir sur mes Exact. pensées et donc toutes mes pensées je les ai construites dans le désordre donc qui est-ce que je serais en fait enfin Oui, c'est c'est une question intéressante. Et puis, il y a dans ce que tu expliques, en fait, Mhm. il y a cette notion de ne pas vouloir changer. Ouais, Donc, parfois, on se convainc de certaines choses. On dit, ben non, moi, j'aime bien vivre dans le désordre. ouais. Ça a toujours été comme ça. J'ai très bien fonctionné comme ça. Mais aussi, pose-toi la question, si tu devais changer, qu'est-ce qui est difficile à ce changement? Donc, si tu avais une chambre, on Mhm. prend la chambre, mais ça peut être autre chose. Mais si ta chambre est rangée, si tu rentres et que tu retrouves directement tes affaires, Mhm. si tu perds pas de temps, si tu restes pas dans la procrastination, parce que donc Non, c'est vrai. qu'est-ce qui te freine à vouloir changer en fait? Mhm. La peur aussi, ça peut être, par exemple, la peur de se tromper. C'est dur, difficile pour un être humain de se rendre compte, pardon, euh, qu'on est, qu'on est depuis le début, on allait peut-être faux sur ce qu'on pensait être tellement évident, en fait, vu que Mhm. ça nous concerne, encore une fois. C'est, euh, oui, même en parlant là comme ça, enfin, parce que je fais partie parfois de ces personnes qui pensent trouver un ordre dans le désordre, parce que me convainc en fait que c'est pas forcément dans l'ordre que je trouverai, Mhm. je sais pas, Alors un là, je peux équilibre, quoi. sortir mes petits comportements d'évitement. Je Voilà. pense à deux. Je pense Oui. éviter les échecs. Mhm. Donc quand on veut, donc quand on a ce comportement et qu'en fait on a peur de l'échec, on a peur de se retrouver face à l'échec, et donc on s'empêche en fait Mhm. d'expérimenter des choses nouvelles parce qu'on a cette peur, tiens, mais c'est nouveau, je vais peut-être pas y arriver, et donc en fait on fait pas la chose. Donc ça c'est Mhm. un comportement d'évitement. Donc ça, comme je l'ai dit au début, ça vous empêche d'aller faire cette chose nouvelle, de pratiquer cette nouveauté, ça vous empêche d'aller vers un changement. Mhm. Il y avait un autre comportement d'évitement auquel je pensais, c'était les règles. Donc, pour éviter de faire des choses nouvelles, Mhm. je me maintiens dans certains règlements. Et donc, on se cache derrière ces règlements, on se cache. Alors, un règlement, ça peut être sa manière de vivre, là, ou bien aussi, ça peut être des valeurs que les parents ont données. Mes parents ont donné ces valeurs, je trouve qu'elles sont correctes et je les applique. Et en fait, quelque part, on évite, sous Mhm. couvert de ces valeurs, de s'expérimenter à quelque chose de différent. Ça me parle beaucoup en tout cas, je sais pas si ça te parle à toi, mais je ressens beaucoup, enfin les mots en tout cas, me parviennent d'une certaine manière à l'esprit, mais en parlant par exemple de ce genre de situation, quel type de situation et de cas en fait tu rencontres chez les personnes? Est-ce qu'il y a ouais, on va dire oui, des sujets que la kinésiologie traite un peu plus? Est-ce que ça peut être des
troubles ou névroses sexuelles enfin, est-ce qu'il y a toute une Alors, liste? en kinésiologie, comme on s'adresse vraiment, c'est une thérapie holistique, donc on va prendre l'entièreté, la globalité de la personne, et donc la personne, elle peut venir avec toutes ses problématiques. Mhm. Donc tu peux venir avec des problèmes, oui, malheureusement, des traumas, des violences sexuelles, des abus, des maltraitances physiques, des avortements, des tentatives de suicide. Donc il y a des choses vraiment très très lourdes, des problèmes relationnels, que ce soit avec le partenaire, que ce soit avec les parents. Il y a des secrets aussi. Il y a des questions, des recherches personnelles, qui je suis, il y a du mal-être. Il y a la question d'être parfois submergé par ses émotions. Qu'est-ce que je dois faire avec ces émotions? Je me sens pas bien. Bien sûr, il y a les questions de l'anxiété, l'angoisse, des crises de panique, et vraiment des phénomènes au niveau physiologique que la personne vit péniblement. Bien, des fatigues émotionnelles, du burn-out professionnel, du burn-out bah, estudiantin. Il y a aussi du burn-out parental. Il y a aussi des questions relationnelles entre des individus, hein, que ce soit dans le couple, que ce soit des parents vis-à-vis de leurs enfants, euh, des phobies, donc phobie scolaire, je reste dans ma chambre, je ne veux plus voir personne, qui se transforme en agoraphobie, des scarifications. Il y a toute une série. Alors, dans les adolescents, les adultes, on n'a pas toujours les mêmes problématiques. Il y a les enfants aussi avec des difficultés scolaires, les enfants avec qui sont en fait, ça c'est aussi intéressant à comprendre, c'est que quand on est dans une famille, il y a la systémique, ça veut dire c'est le système familial, c'est papa, maman, les frères, les sœurs, et tout ça, ça joue, c'est un ensemble qui a son importance et qui a son influence dans comment on vit cette difficulté. Et puis alors, je travaille aussi avec des bébés. Alors là, principalement, c'est les problèmes d'endormissement. Mais donc oui, il y a toute une série de difficultés qui peuvent arriver. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on travaille en douceur. Donc, le corps va amener à chercher une équilibration qui va correspondre à ce que tu es prêt à vivre à ce moment-là et ne va pas forcer les choses. Donc, si. euh, D'ailleurs, c'est très très intéressant parce que parfois, moi, voilà, je connais mes techniques et je me dis, tiens, j'appliquerai telle technique, mais je demande toujours au corps, tiens, est-ce qu'on peut travailler dans cette technique? Oui, non. Donc parfois, j'ai une idée et je sais que c'est une technique puissante, je sais que c'est une technique qui va pouvoir apporter des grosses équilibrations, mais en fait, le corps, il n'est pas prêt. Et donc, je n'ai pas allé dans cette technique et j'ai posé, tiens, quelle est la meilleure technique? Je teste et on choisit un autre chemin. Donc, ça se fait en douceur aussi. Ça fait en douceur. Oui. Ça, c'est hyper important. Oui. C'est ça. Ok. Et par rapport au miroir, parce que au niveau du fait, en fait, de prendre conscience de l'espace qu'occupe le corps, etc., j'ai vu en fait directement quand je suis rentrée dans ce cabinet cet énorme miroir. Je pense qu'on va pouvoir se mettre debout pour que je puisse te montrer en fait peut-être à quel point prendre la place dans le cabinet. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer en fait à quoi sert ce miroir du coup, enfin en répétant et Oui, en ben, donnant en plus fait, d'informations. dans le miroir, on peut bien s'observer. Et quand on vient dans le cabinet, quand on a une problématique, c'est Mhm. aussi intéressant de regarder sa posture. Donc ça, Mhm. c'est vraiment, ça fait partie de la kinésiologie. C'est de prendre conscience, tiens, j'ai un bras qui est plus bas que l'autre, j'ai Mhm. mon épaule qui flanche, est-ce qu'elle va vers l'avant? Et donc, quand on prend conscience de sa posture, donc on se met dans la problématique, on pense à la problématique. Et donc, il y a notre corps qui montre, qui nous donne des signes en fait. Et donc, on analyse cette posture, on fait la séance de kinésiologie et puis on repasse devant le miroir et on regarde et on observe des changements. Mhm. On va se tenir plus droit, on aura une stature beaucoup plus ancrée, on aura, oui, peut-être un sourire sur le visage, les yeux qui vont pétiller. Enfin, on va vraiment observer cette modification Mhm. et c'est intéressant aussi de voir comme à l'extérieur, on projette quelque chose de Mhm. différent aussi. Et est-ce qu'on peut tester juste se mettre devant le miroir du coup Oui. et voir un peu est-ce que même sur toi-même quand tu te vois en fait face au miroir, est-ce que tu observes des choses, tu fais des exercices parfois? Ben, moi, je fais des exercices parce que voilà, je regarde mon alignement, je regarde tiens, ma posture, je Mhm. regarde comment sont mes épaules, comment sont mes bras.
Je regarde comment sont mes jambes. On peut avoir les pieds, par exemple, qui rentrent à l'intérieur. On peut avoir un déséquilibre, se maintenir toujours sur une hanche. On peut être bossu, on peut être... donc, je regarde. Donc, c'est aussi prendre conscience de ce qu'on projette. Mais ce qu'on projette, ça vient de l'intérieur. Et donc, si on a voilà, une posture qui va vers l'avant et qui va vers... on est plus épanoui d'être comme ça que d'être comme ça. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de prendre conscience de ça. Parce que les personnes qui sont en face de nous, elles nous reflètent pas toujours, en fait, qui on est. Parce que peut-être qu'on a envie d'être gentil, peut-être qu'on n'a pas envie de brusquer la personne. Et donc, c'est d'apprendre à se regarder, de se dire, tiens, bah, aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qui se passe en moi? Puis après, je demande aux personnes aussi de fermer les yeux, de faire un scanning et de parcourir tout le corps et de voir où il y a des tensions, en fait, où il y a des tensions. Est-ce que j'ai des tensions dans la nuque? Est-ce que j'ai des tensions dans les épaules? Est-ce que je sens mes deux épaules de la même manière? Est-ce que j'ai des tensions dans les bras? Mes mains, comment ça se passe au niveau de mes mains? Est-ce qu'il y a des personnes parfois qui sont là avec les mains, les poings serrés? Donc ça indique vraiment un stress intense. Comment ça se passe avec mes mains? Est-ce qu'elles sont à la même hauteur? Est-ce que j'ai l'impression que je les sens à la même hauteur? Comment ça se passe ici au niveau de mon bassin? Et de voir un petit peu où sont les blocages. Et puis après, pour les gens par exemple qui ont des douleurs, elles vont se dire, bah oui, j'ai mal ici, j'ai mal au dos, ça tire. Et puis après la séance, on fait le même scanning du corps. Et puis on se rend compte, ah ben non, en fait, c'est beaucoup plus léger. Et puis on fait aussi, on marche dans la pièce. Donc en début de séance, on marche vers là où on veut aller, vers notre objectif, vers un mieux-être. Et puis on voit bien qu'au début de la séance, la personne, elle a des difficultés à démarrer. Et puis qu'en fin de séance, il y a cet talent, il y a cette envie d'aller vers l'avant, en fait. Donc, c'est intéressant de s'arrêter à la posture parce qu'on ne prend pas assez de temps. C'est vrai que peut-être qu'on se maquille, on se met peut-être aussi, on se camoufle derrière certaines choses, derrière ses vêtements, derrière son maquillage. Et en fait, on ne prend pas le temps de voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, de faire cet arrêt, de prendre conscience, ça nous montre aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Parce que les gens, parfois, ils se disent, tiens, le changement n'est peut-être pas si évident que ça. Et donc, il faut quand même aider les gens à mettre leur attention sur quelque chose, effectivement, à changer. C'est vrai que ça doit être perturbant parce que, par exemple, tu lances des phrases d'affirmation à affirmer, par exemple... tu dis à la personne, imaginons donc je viens ici la première séance, je suis face au miroir, tu vas me demander de dire certaines choses pour voir du coup. Alors là, c'est par exemple quand on est en fin de séance, un exercice que je peux te donner pour retourner à la maison et j'aimerais le tester. Est-ce que c'est intéressant pour toi d'avoir des phrases d'affirmation? Donc, on va aller chercher dans quel domaine tu as besoin de t'affirmer. Et puis, on va chercher la phrase qui correspond et sur laquelle tu vas travailler. Et puis, oui, c'est toujours intéressant. De dire l'affirmation tout haut, parce que le verbe, le mot est une vibration. Donc, dans le mot, il y a de l'énergie. Dans le mot, il y a des vibrations sonores. Peut-être qu'on va revenir aussi sur cette notion d'information. Donc, dans le mot, il y a des vibrations. Donc, toujours parler tout haut. C'est intéressant de se le dire, de se le déclarer. Pas de faire ça comme si ça n'existait pas. Non, on se l'affirme parce qu'en se l'affirmant à soi-même, on est prêt à l'affirmer aux autres, on s'entraîne. Donc oui, c'est intéressant de dire ça devant son miroir. Il y a plein de thérapeutes qui proposent ça comme technique, de dire ça devant le miroir. Ouais. C'est vrai que de manière vraiment spontanée, on va avoir le corps qui va travailler. Ça peut être tout bête, quelque part, comme mimique, etc. Et aussi, j'ai remarqué dans la plupart de mes interactions sociales, etc., les grandes mimiques chez les personnes. Limites, j'ai l'impression que la plupart des personnes ont des spasmes. Enfin, j'exagère, mais je veux dire, il y a tellement d'agitation en fait, dans le corps, tellement de... Surtout au niveau du visage, j'ai l'impression que c'est très... j'évite le regard de l'autre et les yeux... Enfin, oui, il y a beaucoup. En fait, les gens, ils sont assez... c'est un peu paradoxal parce que d'un autre côté, il y a cette volonté de se montrer. Enfin, je revenais au maquillage. Enfin, pour les garçons, on va trouver de possibilités pour vous montrer les vêtements, les chaussures. Mais il y a cette volonté de se montrer et en même temps, il y a aussi beaucoup de choses qu'on s'interdit.
et des choses qui sont cristallisées. Et c'est vrai que chez les jeunes, il y a cette notion de spasme, comme ça, d'électricité qui est dans le corps. J'avoue que je suis encore en questionnement par rapport à ça parce que quand je les interroge, ils disent ah bah oui, ça a toujours été là ou ça fait longtemps que c'est là et ça ne leur pose pas de problème. Moi, personnellement, ça me poserait des questions parce que normalement, on n'est pas amené à avoir notre corps. Donc, ça veut dire que le système nerveux est en train de vivre quelque chose et pour moi n'est pas en équilibre. Et donc, ce serait intéressant d'avoir un corps qui fonctionne bien, qui est dans son équilibre, qu'on ait la maîtrise de son corps, hein, c'est ça. Donc, si son corps commence à bouger et qu'on trouve que c'est normal qu'il bouge comme ça, moi je trouve que c'est normal. Et c'est surtout quand je vais leur poser des questions personnelles, enfin, c'est aussi bête, entre guillemets, que qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quand c'est une question ouverte aussi, c'est en fait la personne, on va dire, a priori, comme ça, quand je la rencontre, avant de lui parler, voilà, il y a pas forcément de comportement qui me montre qu'elle est mal à l'aise, etc. Et c'est vraiment c'est surtout le regard. Je me suis toujours demandé si ces personnes, du coup, sont chez elles, est-ce que parfois, dans le miroir, elles se regardent, elles se parlent à elles-mêmes. Enfin, en fait, c'est tellement aussi bizarre. Et d'ailleurs, je te conseille de faire l'exercice, c'est de se regarder, en fait. C'est de se parler. Et en fait, j'ai l'impression qu'on découvre quelqu'un d'autre, en fait. Ah bon, alors attends, excuse-moi, je vais te couper parce que j'ai une idée importante qui vient. C'est quand vous vous regardez, parce que ça aussi, c'est des thématiques qui arrivent en cabinet, je vois parfois des personnes mais magnifiques, des jeunes filles qui sont vraiment belles et qui viennent me dire qu'elles se trouvent laides parce que je ne sais pas quoi leur a fait dire et croire que sur les réseaux sociaux que c'était pas le cas. Donc aussi le fait de se regarder et de cette notion que j'ai envie de communiquer, c'est que dans notre habitude, notre éducation, on a plus tendance à avoir des pensées négatives, à avoir des pensées destructrices par rapport à soi-même. Et donc, c'est un entraînement d'avoir une pensée positive. Donc, quand vous regardez dans le miroir, lancez-vous des fleurs, apprenez à vraiment exprimer quelque chose de positif, à vous aimer en quelque sorte. Donc, c'est un entraînement d'aller chercher ça. Et si on pouvait faire ça au moins pour contrebalancer toutes les choses négatives qui sortent des réseaux, on serait à l'équilibre. Là, le but, c'est d'être un peu au-dessus de l'équilibre. Et là aussi, par rapport aux autres, aux personnes qu'on va rencontrer aussi, le fait de s'attarder sur les défauts des autres aussi, parce que du coup, vu qu'on fait moins attention à ses qualités et à toute la beauté un peu ce qu'on peut avoir, on va faire plus attention du coup aux défauts du monde, aux défauts des autres. Et donc du coup, c'est vrai que ça pourrait permettre aussi de cette ouverture et cette tolérance, juste d'accepter enfin, je veux dire, c'est parfois, enfin, moi je suis la première, ça m'est déjà arrivé tellement de fois aussi, sur toute ma vie, je rencontre des personnes, je ne les connais pas, je les croise et je vais directement penser quelque chose de négatif, quoi. Je vais faire attention à leurs défauts et parfois je m'en rends compte et je me dis, mais Alix, allez, quoi, comment ça, leurs défauts, que ce soit, enfin, je vais l'avouer, physique ou personnel, et du coup, j'ai fait ce travail-là et je me suis dit, c'est pas normal, enfin, c'est pas chouette, c'est... Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, je dirais, là-dedans. Mais il y a ce côté où on est dans le jugement. Donc, on est aussi dans un monde où on est tiens, qu'est-ce que l'autre va penser on se met soi-même la pression, peut-être. On se dit, ben voilà, moi, je considère que quand je vais à l'extérieur, je dois être d'une certaine prestance, ou je dois mettre tel vêtement, je dois paraître quelque chose. Et donc, on s'attend à ce que l'autre paraisse la même chose, ou sinon, on va être directement dans le jugement. Donc, il y a cette notion de jugement. Et quand les gens viennent en cabinet, j'essaye toujours vraiment de leur communiquer cette information qu'ici, on est sans jugement. En fait, parce que c'est important. Qu'est-ce qui est intéressant dans la séance de kinésio, c'est d'en apprendre sur soi-même. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne réponse. On est là pour avancer. Donc, il n'y a pas cette notion de jugement. Il faut vraiment libérer sa parole et venir ici sans cette notion de jugement, sans penser que je vais penser quelque chose parce qu'on m'aura dit que. Non, on est là pour améliorer la situation et pour aller vers un bien-être, vers un épanouissement. Donc, il y a cette notion de jugement qui est très, très importante. J'avais envie de dire quelque chose d'autre. Tu peux remettre un petit peu ton idée Du coup, c'était important. Que du coup, à force de faire attention à mes défauts, ben, du coup, je fais plus attention aussi aux défauts des autres. Oui, voilà, j'ai trouvé. En fait, il y a quelque chose qu'on voit en coaching et c'est ce côté du challenge, ou on pourrait dire aussi ce côté de miroir.
Donc en fait, parfois, quand on a quelqu'un en face de soi qui nous énerve, c'est parce qu'il reflète quelque chose qui est chez nous. Et Ouais, donc, on peut exact. prendre ça comme une information, en fait. Ouais. Par exemple, voilà, imaginons que j'ai quelqu'un en face de moi, voilà, t'es là, et puis je dis, mais tu m'énerves à vouloir Mhm. toujours tout faire si vite. Mhm. Et en fait, bah, si je réfléchis d'une autre manière, et au lieu de la juger, de m'arrêter en fait sur Exact. ce que je pense de l'autre, et que je me dis, mais qu'est-ce que ça vient dire chez moi? En quoi ça m'interpelle? Je vais me dire, ben oui, mais en fait, moi aussi, je suis quelqu'un qui Mhm. est impatiente, etc. Et c'est Exactement. cette partie-là que je vois chez lui, que j'ai pas envie de voir chez moi, en C'est ça, fait. c'est exactement ça. Et c'est pour ça aussi que en tout cas, là, vraiment d'un point de vue personnel, au niveau de ce travail-là, de cette prise de conscience, je me suis vraiment dit, en fait, que à chaque fois que j'observais vraiment tout ce que j'observais comme défaut chez l'autre, en fait, c'était vraiment soit des qualités que je reniais chez moi, soit justement des défauts, en Oui, fait, que je me reprochais. Et d'ailleurs, bah, comme bon début de livre, je dirais Les lois de la nature humaine de Robert Greene l'explique très bien. En tout cas, dans la nature humaine, c'est une tendance que nous avons tous, en tout cas au début, etc., de manière naturelle, et en même temps, c'est une construction, mais c'est cette tendance, en tout cas, à chaque fois, dès que je vois l'autre, en fait, c'est une comparaison, je vais me comparer à toi, tes capacités intellectuelles, est-ce que tu es inférieur à moi, est-ce que tu es supérieur en fonction de mes standards, et en fonction des standards de la société également, et en fait, à partir du moment où où tu prends conscience que tu as ce pouvoir-là de changer ton point de vue, et de sortir de là, je trouve que c'est vraiment un autre monde. Et les gens pourront peut-être t'insulter ou, entre guillemets, te dire, mais t'es trop candide, tu es trop naïf, tu es trop sensible, et alors c'est trop spirituel. En fait, c'est justement à partir de ce moment-là que tu verras encore plus ces choses, parce que ça va te permettre une tolérance aussi qui est incroyable. Parce que à partir de ce moment-là, en fait, par rapport aux critiques, aux personnes qui peuvent mal me regarder, directement avoir des idées, par exemple, petite parenthèse, la compétition qu'il peut y avoir entre femmes, par exemple, je suis dans une pièce et je vois une fille qui parle à mon grand crush, etc. Et je vais ressentir, je vais vouloir la rabaisser, bien évidemment, pour savoir, non, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle, elle arrive à le faire sourire, à le faire rigoler, je comprends pas leur connexion, etc. Qu'est-ce que j'ai? En fait, à partir du moment où on comprend les mécanismes qu'il y a, etc., et ce que je ressens qui ne vient pas d'elle, mais de ce que j'interprète d'elle, en fait, c'est libérateur, en fait. oui. On se soulage d'un poids, c'est dur parfois d'être... parce que peu de personnes ont cette prise de conscience, peut-être même enfin, peut-être à mon âge, dans la vingtaine, etc. Mais en fait, c'est libérateur. Honnêtement, Oui. On Et se d'ailleurs, soulage d'un poids, tu quoi. as fait le mouvement, Ouais. se décharge de quelque chose. Ouais. Et en fait, donc, enfin, quand tes auditeurs vont Mhm. t'écouter, te réécouter, c'est intéressant de comprendre tout le stress en fait Mhm. qu'il y a dans cette posture. Mhm. Donc c'est intéressant de voir que on se met la pression. Donc en kinésio, ce qu'on appelle, c'est les standards et les attentes. Donc c'est la pression qu'on se met euh, parce qu'on se dit, tiens, on doit paraître d'une certaine manière pour l'extérieur, mais aussi on met la pression sur les autres et on se Mhm. dit, tiens, eux, ben, d'eux, j'attends quelque chose, ou Exact. alors on se met la pression sur soi-même et on se dit, ben, moi, je dois être comme ça. Donc on se met énormément de Ouais. pression. Mhm. Et je dirais, pour t'en sortir, essaye de changer de point de vue et considère que Mhm. de voir la vie sans cette pression et d'y mettre plutôt de la curiosité, d'être dans cette découverte de Ouais. toi-même, dans cette curiosité, et alors de prendre ça avec du fun, vraiment d'être heureux ou heureuse de se dire, bah, tiens, Mhm. moi j'étais comme ça, je savais pas que Ça. j'étais comme ça, et d'être dans cette curiosité, de Exact. cette recherche de soi-même. Et comme tu as dit, c'est hyper important, cette pression et cette idée aussi de se rappeler que on est tous comme ça. Tôt ou tard, que ce soit dans l'adolescence, à l'âge adulte, on est tous comme ça, on passe par ces mêmes mécanismes, etc. Et c'est chez tout le monde, c'est humain, encore une fois, je pense que c'est le terme le plus approprié, Mhm. c'est humain, c'est dans notre nature à nous de se comparer, de se juger, etc., d'essayer de voir tous ces défauts-là, mais juste, comme Laurence a très bien dit, c'est la curiosité qui changera tout, en fait. C'est le questionnement, cette capacité à éviter de rester dans nos idées, d'être fermé d'esprit, de se dire, ok, ce que je pense est réel, ce que je pense est la vérité. C'est une idée, en fait, c'est une construction. Sur base de mes émotions, de mes sentiments, quand je vois cette fille, je ressens ceci comme insécurité, mes insécurités, mes mécanismes de défense. C'est tellement de choses à prendre en compte, et voilà, c'est vraiment libérateur. Et ça ne veut pas dire que un jour dans notre vie, tout se passera à chaque fois bien, etc. Vous aurez cette conscience. Non, c'est juste, encore une fois, comme on l'a dit tantôt, avec le système de maison, je prends conscience que je suis stressée, je suis tendue à cause de la situation voilà, à laquelle je m'attache. Et
j'y rattache des émotions négatives, etc., enfin pesantes. Ok, c'est réel, c'est là. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire en fait pour sortir de cette Exactement. situation-là? Et c'est quelque chose qui est très peu, comment dire, mis en avant. Oui, c'est ça, c'est cette idée de on est responsable. Et vous allez peut-être voir dans votre entourage cette tendance, du coup, quand les personnes jugent et critiquent les autres, c'est toujours, c'est vraiment, tout le monde est méchant à chaque fois, c'est extérieur, c'est toujours des raisons externes, alors que... Et j'aimerais bien aussi apporter la notion du temps, en fait. Mhm. Parce que combien de temps on perd à ça, à ces pensées qui sont pas porteuses, ces pensées qui sont parfois destructrices. Donc, cette notion du temps, pourquoi ne pas utiliser son temps à quelque chose qui est plus agréable Donc ça, c'est aussi une question d'entraînement. Alors, tout ça, c'est, oui, comme tu l'as dit, c'est naturel, Mhm. mais aussi, dans la question au-dessus de ça, c'est pourquoi est-ce que notre nature nous amène à faire ça? Comment ça se fait qu'on est dans une société où on passe beaucoup plus de temps Mhm. à aller vers quelque chose qui est pas créateur, qui est pas porteur, qui est déstabilisant et qu'est-ce qui fait qu'on n'utilise pas notre énergie à quelque chose C'est ça. qui nous apporterait plus le bonheur, qui Mhm. serait créateur, qui serait Ouais. épanouissant. Donc ça, c'est une question. Ouais. Donc à ce moment-là, eh ben, ayons de la bienveillance, parce que ça, c'est ce que je dis aussi aux personnes qui viennent me voir, c'est on n'est pas ici dans une ah, je dois être mieux, je dois me sentir mieux, etc. Tout de suite. Non, déjà, une première étape, c'est d'être bienveillant par rapport à soi-même. Donc, c'est si j'ai une difficulté, ben oui, j'ai une difficulté. On est dans une certaine société qui offre des stress, qui offre un environnement qui n'est pas toujours facile à vivre. Et donc, commençons par cette bienveillance à notre rencontre, cette bienveillance, cet amour pour soi. Et quand on développe déjà, ne fût-ce que ça, Oui. l'amour pour soi, la bienveillance, la tolérance pour soi-même, ben, il y a plein de choses qui vont déjà se débloquer. Non, c'est exactement cette pensée-là, et vous l'aurez peut-être entendu dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment cette idée de quand il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur, il n'y en aura pas à l'extérieur. C'est une question de temps, de tolérance, de questionnement. Et, euh, et c'est vrai du coup que on est très peu, dans notre société en général, axé sur la solution. On, on aime se plaindre. C'est important de se dire, ok, si je me plains, c'est que j'ai d'office raison, etc. Et du coup, dans notre communication à l'autre aussi, ça va être très compliqué parce qu'en fait, on va attendre. C'est ça qui, c'est ça, en fait, cet effet miroir, j'ai l'impression, c'est d'attendre que l'autre faute, alors que la personne qui va fauter peut commettre la même erreur que nous. Enfin, nous sommes capables aussi de fauter, etc. Donc, c'est à chaque fois, j'ai l'impression entre les êtres humains, c'est je me renvoie ce que je ne suis pas. Et en fait, c'est ce combat-là. En fait, c'est comme ça qu'on essaie de se différencier. C'est vraiment. Enfin, je sais pas si j'arrive à être claire, mais c'est. Ben, ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y a ce positionnement de victime. Mhm. Et donc, enfin, il y a ce fameux triangle où on a la position victime, bourreau, sauveur. Et donc, on est en train de tourner en fonction des personnes qu'on rencontre et des circonstances. On peut être à la fois victime et puis à un autre moment de la journée, on va être le bourreau de quelqu'un. Parfois, on a envie de sauver toutes les âmes et on est sauveur. Et donc, alors, par rapport à la kinésio, je dirais que euh, la kinésio, comme elle veut apporter l'autonomie à la personne, elle a envie que la personne prenne sa responsabilité de vie en main et aussi se pose des questions. Et donc, ça veut dire quand on se pose des questions, on va faire des choix. Alors, on peut faire un choix et on peut décider de ne pas faire de choix. Mais alors, à ce moment-là, quand on a une séance de kinésiologie, le kinésiologue va montrer que, OK, vous ne voulez pas choisir, vous voulez rester dans le non-choix, mais rester dans le non-choix, ça veut dire déléguer votre responsabilité à l'extérieur de vous. Et au moins, maintenant, vous aurez fait le choix de ne pas faire le choix. Donc, c'est important de prendre conscience. En coaching, on va plutôt parler de scénarios gagnant-perdant. Et en kinésio, on parle de faire le choix ou être dans le non-choix. Et donc, c'est vraiment une question de posture. Et quand on est dans le choix, à ce moment-là, on peut choisir des choses pour sa vie, on peut choisir de faire des changements. Mhm. Et on est responsable de sa vie. C'est ça. Et ça s'applique du coup à tous les domaines. À tous les domaines, Tous les oui. domaines de la Oui. vie. Mais c'est compliqué, hein, honnêtement. On a tellement l'habitude du coup du fonctionnement dont on vient de te parler que c'est parfois c'est douloureux de prendre conscience, de juste
la prise de recul parfois peut demander beaucoup d'énergie. Ben oui, Entre... l'être humain a peur du changement. se battre contre Euh, soi-même. oui, c'est ça. L'être humain a peur du changement, voilà, de manière générale. Je crois que c'est aussi à cause de la société parce que le changement, c'est mal vu, la nouveauté. Enfin, être en dehors du groupe aussi. Il y a cette notion peut-être que quand je change, ben, je vais être en dehors du groupe. Et donc, qu'est-ce qui est principal pour moi à l'heure actuelle? Ben, peut-être que je préfère rester être dans le groupe et pas évoluer. Et si je dois évoluer, je vais sortir du groupe et ça me fait peur. Donc il y a cette notion-là du groupe. Mais en fait, ce que les gens ne voient pas, c'est que quand ils sortent du groupe, ils peuvent se mettre dans un autre groupe Oui, et trouver en fait quelque chose qui leur correspond mieux et être en c'est ça. accord avec ce nouveau groupe. Mhm. Donc il y a ça, oui. Il y a cette... quand je parlais d'influence collective, c'est qu'il y a une influence qui pousse les gens à aller vers la facilité. Donc en fait, voilà, c'est plus facile de scroller pendant des heures que de se remettre en question. Mhm. C'est plus facile de pas faire de choix que de faire des choix parce qu'alors là, on va devoir faire des choses. Mhm. Mais d'un autre côté, l'influence collective aussi, malheureusement, ne nous apprend pas à être heureux. Donc, la question, c'est plutôt Ça. euh, pourquoi est-ce que j'ai envie de vivre une vie où je suis malheureux? C'est ça, en fait. C'est Et ça. quand on se rend compte que parce qu'en fait, la chose qu'il faut comprendre, c'est que l'individu, l'être humain que nous sommes, il n'est pas destiné à être malheureux. L'être humain, il est destiné à être épanoui, heureux, et le corps va manifester ce déséquilibre. Donc, à partir du moment où on continue sa vie à ne pas se poser de questions, où on continue à être dans des difficultés, dans de la souffrance et des douleurs, le corps va chaque fois donner des indices que ce soit avec des attaques de panique, que ce soit avec des phobies, etc. Donc ça veut dire qu'on est frisé dans son comportement, on est dans la peur. Donc le corps, il donne plein d'indices, plein d'informations sur ce qui ne va pas. Et donc, si on ne l'écoute pas, ça va s'aggraver et on va aller dans des maladies, on va aller dans des difficultés qui vont augmenter. Donc on voit bien de manière intrinsèque que le corps, il a envie de faire en sorte que la personne se sente bien et il indique le chemin à la personne. Donc ce serait peut-être une autre manière de faire que de l'écouter plutôt que d'écouter toutes les manières de faire qu'on a utilisées jusqu'à présent dans la société et qui en définitive ne fonctionnent pas. C'est ça. Et quand on dit du coup, quand Laurence dit heureux, j'imagine, j'espère, enfin, c'est l'harmonie avec ses Oui. émotions, etc. On parle pas de biens matériaux, etc. Juste au cas où. Oui, oui, donc c'est le bonheur, c'est un bonheur qui est Intrinsèque, ouais, intrinsèque, c'est l'épanouissement, Ouais. c'est être dans son alignement, ça veut dire, en fait, en résumé, il y a des techniques, d'autres techniques qui parlent de ça, c'est que quand on fait les choses et qu'elles ne sont pas fluides, quand elles sont difficiles, quand on fait les choses et qu'on doit se forcer, c'est un indice qu'on n'est pas dans son alignement. Quand les choses sont fluides, quand les choses se passent bien, facilement, et qu'on y prend plaisir, parce que justement c'est facile, et bien on est dans son alignement, c'est pas plus compliqué que ça. Donc la question à se poser, c'est, tiens, pourquoi est-ce que je persévère dans quelque chose qui est difficile? Ouais. Que- Pourquoi je persévère dans quelque chose qui me fait souffrir? Bah, quelque part, là je vais sortir la théorie des bénéfices secondaires. Quand on est dans une situation difficile, une situation de souffrance, et qu'on s'y maintient et qu'on y reste, donc on a la conscience qu'on est en train de souffrir, mais on se maintient dans la situation de souffrance, c'est qu'on a un bénéfice secondaire à cette souffrance. Donc je prends un exemple, par exemple, je prends l'exemple classique que je donne, c'est la femme battue qui reste avec son mari. Donc elle va rester avec son mari. Elle sait qu'elle est battue, elle sait que c'est pas correct d'être battue, mais elle va peut-être rester parce qu'elle pense que c'est intéressant d'être dans la maison pour les enfants, que les enfants restent dans la maison. Peut-être elle pense que c'est intéressant au niveau du statut social, parce que le mari aurait une grosse position professionnelle, par exemple, et donc il y a tout un statut, il y a toute une manière de vivre. Et donc elle a des bénéfices secondaires à rester dans cette position de souffrance jusqu'au moment où
ça ne tient plus. Et donc, à ce moment-là, elle va trouver l'énergie à sortir de la situation. Et donc, quand on est dans cette situation de souffrance et qu'on en a conscience, mais qu'on s'y maintient, c'est derrière d'aller se poser la question, mais tiens, qu'est-ce que j'en retire? C'est pas une question qui est facile parce qu'on se dit, oh, je suis dans une situation de souffrance, qu'est-ce qu'elle me dit là, que j'ai des bénéfices dans ma situation de souffrance? C'est vrai que c'est pas une question facile, mais c'est comme une question qu'il faut se poser. D'ailleurs, je reviens là-dessus parce que sur Facebook, justement, il y avait des discussions. Parfois, j'interviens pour essayer de donner des petites pistes aux personnes. Et donc, il y avait, c'était des personnes qui étaient dépressives et qui se justifiaient. Enfin, c'était deux cas. Il y avait une personne qui était elle-même dépressive et une autre personne qui vivait avec quelqu'un de dépressif. Et en fait, c'est une manière de trouver des justifications pour rester. Et là, on est dans son rôle de sauveur. Hein, je vais rester avec mon partenaire qui est dépressif. Et en fait, on va peut-être se dire, bah, tiens, bah oui, je suis folle amoureuse de lui, c'est pour ça que je reste. Mais non, on a un intérêt. C'est ça le bénéfice secondaire. C'est qu'on a l'intérêt de se mettre dans cette posture de je suis sauveuse. Et ça me fait du bien de me considérer, et c'est peut-être dans le subconscient que ça se passe, ça me fait du bien de me considérer comme étant sauveuse de quelqu'un. Donc, c'est pas facile, mais Non, ça vaut la peine de s'interroger. c'est sûr. Et encore une fois, laissez-vous du temps, c'est hyper important aussi. Oui, oui. Alors le rythme, bien que la kinésiologie, c'est quelque chose qui est, qui est assez fulgurante dans le sens où, on travaille à différents niveaux, on est dans le subconscient, on est dans le corps, donc on peut avoir des changements vraiment importants et assez rapides. D'ailleurs, j'ai des professeurs qui me disent, oui, après une séance, vous devez voir une différence, ou sinon il faut commencer à vous poser des questions. Peut-être qu'on reviendra sur l'éthique une autre fois, mais... et donc, je pense que la kinésiologie, c'est quelque chose de très important. Après, ça ne veut pas dire qu'on va travailler pendant des mois sur la même thématique. La personne va prendre ce qu'elle a appris et puis elle va rentrer chez elle et elle va continuer son chemin. Et puis, quand elle a un nouveau questionnement qui se présente, elle peut revenir chez la kinésiologue et on continue à travailler sur une thématique qui aura évolué. Mais en fait, il y aura eu une évolution, en fait. Ça, le travail de la théorie quantique, c'est pas nécessairement propre à chaque thérapeute parce que voilà, c'est en fonction de l'intérêt de la personne. Moi, je suis vraiment fort intéressée par cette notion de thérapie quantique, par le quantique, par la physique quantique. Je ne suis pas physicienne, mais ce que j'ai retenu de la physique quantique, c'est qu'en fonction de son point de vue, l'expérience est différente. Donc, en fonction de comment on se présente dans l'expérience, les scientifiques se sont rendus compte que le résultat de l'expérience n'était pas le même. Et donc, si on prend ça dans un côté thérapeutique, en fonction du point de vue qu'on va aborder par rapport à sa problématique, eh bien, on va vivre les choses de manière différente. Et donc, ça, c'est intéressant parce que la kinésiologie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vous faire changer de point de vue, elle va faire en sorte que la personne fasse des prises de conscience, se rendre compte. Et donc, en changeant son point de vue, bah, tu pourras te rendre compte que ce que tu trouvais comme dramatique, c'est peut-être pas aussi dramatique. Ce que tu pensais ne pas avoir de solution a des solutions. Ce que tu pensais fataliste, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, bah non, c'est comme ça, ce sera toujours comme ça. Mais non, ça peut évoluer. Donc, en changeant son point de vue, on peut changer le résultat. Il y a aussi cette notion d'information, c'est-à-dire que je parlais là tantôt des vibrations sonores. Donc, quand en kinésio, dans les séances, on énonce les choses verbalement, mais on parle parce que le son a une vibration et la vibration, elle donne une information au corps. Et donc, en thérapie quantique aussi, on a cette notion d'information. Essayer de redonner au corps la juste information. Donc, ça, c'est là que Grégory Grabovoy peut intervenir. C'est que Grégory Grabovoy, il a déterminé pour chaque élément de la vie, que ce soit le corps, les pathologies psychologiques, le business, enfin tout, il a tout décodé et à chaque chose de la vie, il a donné ce qu'on appelle une série numérique qui est l'information à la norme, l'information correcte. Et donc, alors, bon, quand on est en kinésio, on fait de la kinésio. Donc là, je reviens sur l'éthique. C'est que quand on est dans une technique, on ne dit pas à la personne, on ne mélange pas. Moi, j'aime pas mélanger parce que la personne, elle ne sait pas si c'est de la kinésio ou pas de la kinésio. Donc, quand on est dans une technique, on reste dans la technique. Ce qu'on peut faire, c'est que tout d'un coup, on arrive
au bout de la technique et en fait, le corps, il est déjà avancé, la conscience de la personne est plus avancée, on va dire. Et alors, on pose la question, tiens, est-ce que je peux utiliser? Est-ce qu'on Mhm. quand on me dit, est-ce que je suis en kinésio? Non. Ah, donc j'utilise une autre technique? Oui. Donc une technique que le thérapeute maîtrise. Et à ce moment-là, on fait sa liste de techniques autres qu'on maîtrise et on dit à la personne, ben voilà, là, je vais sortir de la kinésio et je vais utiliser ceci, cela, ceci. Et comme ça, on complète et on apporte le maximum qu'on peut apporter à la personne. Ouais. D'accord. Et pour cette peut-être dernière question, avant de résumer tout ce que nous venons de dire quelque part, quelle serait la place de la kinésiologie dans un monde dans lequel tout irait bien, dans lequel tout le monde aurait cette connaissance de soi? Qu'est-ce que la kinésiologie pourrait apporter dans un monde meilleur? Ben déjà, la kinésiologie, elle participe à améliorer le monde, hein, à rendre les gens plus heureux, donc forcément à améliorer le monde. Et elle aussi, ben, voilà, on est dans des interactions entre humains. Donc parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas et sur lesquelles on a envie de trouver une solution, une réponse. La kinésiologie, elle est là pour investiguer tout ça. La kinésiologie aussi, en fait, c'est un peu comme cette histoire d'oignon qu'on pèle. Mhm. Donc, on est d'abord à l'extérieur de manière superficielle et puis on pèle. Et en fait, on apporte tellement d'intérêt à soi-même. Mais quand on apporte de l'intérêt à soi-même, c'est pas égocentrique. C'est aussi quand on est mieux avec soi-même, qu'on se comprend mieux, on développe de la tolérance pour les autres, Mhm. on est plus humble Ouais. et on est capable de développer aussi de l'amour pour les autres. Donc, ça a vraiment un effet très, très positif au Mhm. niveau de la société et au niveau individuel. Mhm. Donc c'est un peu le message quelque part, parce que j'allais dire on peut résumer ce qu'est la kinésiologie, mais quelque part tu viens de le faire, c'est la kinésiologie permet à un être humain, un individu, d'être d'abord bien avec lui-même, de se rencontrer, de développer ces mécanismes-là pour renforcer ce sentiment d'appartenance à soi-même, si je peux dire ça comme ça, pour ensuite renvoyer au monde en fait cette image, et comme on s'influence les uns avec les autres en fonction de nos comportements, c'est comme ça qu'un monde meilleur se forme, et c'est hyper intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais dire pour en soi globaliser ou résumer en fait ce qu'est la Ben, kinésiologie? en fait, on a toute l'information à l'intérieur de soi, on a Mhm. l'information dans son corps, et c'est ça qui est, oui, dans son corps. C'est Donc, ça. le corps, il a vraiment tout l'historique de la personne, et même des générations avant. Et donc, on peut déjà faire beaucoup Mhm. avec juste son corps, toutes les équilibrations et les exercices qu'on va faire. Mhm. On ne va pas nécessairement apporter des éléments extérieurs, on va utiliser notre mécanique, notre biochimie, notre énergétique corporelle. Et Mhm. donc, on peut déjà faire énormément avec juste notre corps. C'est ça. Parce que du coup, la kinésiologie est un domaine thérapeutique qui existe depuis 1950, plus ou moins, ou un Oui, je peu plus dirais tard. plutôt, oui, un peu Un plus peu plus tard, tard. hein, un peu plus Je tard. pense qu'ils ont commencé à réfléchir vers les années 70-80. Bien plus Oui. tard. Voilà. Bah, Donc, c'est... il y a des gens qui ont écrit, qui se sont posés des questions. Après, la médecine chinoise, elle a 5000 ans. Et puis alors, ces gens ont été à l'école, à l'université, ont fait leur Mhm. métier. Et parfois, après 30 ans de pratique, ils se sont dit, bah, tiens, ils se sont ouverts à d'autres choses. Mhm. Et vers les années 60, il y a des livres qui sont sortis sur une autre manière d'appréhender les techniques. Et donc, en lisant tout ça, ils ont pu, vers les années Ça. 70, créer la kinésiologie. Parce que même là, je dis créer la kinésiologie, mais il faut savoir du coup que tout ça vient en fait de théories qui existent déjà depuis tellement longtemps. Enfin, la médecine chinoise dont tu parlais, ce sont des pratiques des pratiques spirituelles aussi qui existent depuis tellement d'années aussi. Donc, ça a été créé. Donc, c'est hyper important. Donc, j'insiste, si jamais aussi tu désirais en apprendre davantage à propos de ta conscience corporelle, ta conscience spirituelle, et découvrir Laurence et dans son cabinet, et ben tu seras la bienvenue, et Laurence aura encore plein d'autres informations à t'apporter concernant que ce soit des livres, etc., dont on parlera peut-être juste après si nous avons encore suffisamment de batterie. Et du coup, c'est important. Je trouve que c'est important, c'est un domaine qui devrait être beaucoup plus mis en avant, parce on néglige souvent cette idée de l'importance du corps et à quel point le corps nous communique énormément d'informations. Et d'ailleurs, je t'invite à faire plus attention si tu veux, pas directement être concentré sur toi-même, mais à être concentré sur les autres et comment est-ce qu'ils réagissent dans l'environnement dans lequel tu vis, en fait. Ça peut être une très très belle découverte, en tout cas. Et ce que tu vas apercevoir chez les autres, c'est quelque chose que tu peux apercevoir du coup chez toi-même. Voilà, si je peux dire ça comme ça aussi. Avec curiosité, avec C'est ça. bienveillance. Et ce sera important aussi de juste avoir un plan, un point de vue par rapport au cabinet, à comment est-ce que
enfin, si je peux me permettre du coup de déplacer la caméra, comme ça je peux te permettre de découvrir le cabinet du coup de Laurence. Donc, ici, on prend une autre prise, un autre point de vue pour te présenter du coup le cabinet de Laurence. Donc ici, tu es plus ou moins à l'entrée, n'est-ce pas? Donc en fait, les gens arrivent, ils s'installent. Alors, Mhm. bon, moi j'ai mon bureau qui est un peu plus dégagé que d'habitude. Mhm. Et puis en fait, il y a deux manières de travailler. On peut travailler soit debout, et donc on fait debout, assis, on fait les tests musculaires, mais principalement debout, les corrections debout. Et puis aussi, on peut aller les faire sur la table de massage, et à ce moment-là, on va travailler de manière allongée. Donc, Alors, par exemple, pour les personnes qui ont des personnes qui sont fortes dans le contrôle, je vais les mettre sur la table parce que quand on est fort dans le contrôle et qu'on est debout, bah, on est très tendu. Quand on est sur la table, on est beaucoup plus relax et donc ça permet de rentrer plus dans le test musculaire. La personne se libère plus et s'autorise plus. Donc à ce moment-là, on va travailler sur la table. Mhm. Donc voilà. Et comme dans la vidéo, du coup, il y a le miroir qui sera juste ici. Oui, il y a le miroir. Donc là, c'est le miroir, on va pouvoir observer sa posture, prendre conscience, faire un scanning de son corps, vraiment regarder un avant-après, hein, voir à quoi on ressemble avant, à quoi on ressemble après le travail. Donc ça, c'est Exact. super intéressant. Alors bon, personnellement, c'est pas toute ma bibliothèque, mais voilà, j'ai mes manuels de cours parce qu'on travaille avec des protocoles, hein, c'est très sérieux la kinésiologie, donc on a énormément de matière, on étudie différentes branches. Et puis aussi, il y a des livres qui sont inspirants, j'aime bien avoir des inspirations avec moi. Il y a des livres qui sont intéressants parce que par exemple, j'utilise ici le dictionnaire des maladies. Donc en fait, ici, on peut trouver la symbolique liée aux maladies. Je trouve ça très intéressant. Généralement, je regarde sur quoi m'a mené la séance. Et puis, quand je vérifie ici le lien entre la séance et la symbolique de la maladie, ben, je suis toujours scotchée. En fait, la kinésio, ça me passionne et ça me scotche toujours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, donc je travaille aussi dans une certaine technique, par exemple ici, avec le tarot hébraïque, les lettres hébraïques, parce que cette kinésiologie, donc c'est la kinésiologie crânio-sacrée, on va travailler sur les structures du crâne, et on va travailler sur l'axe crâne-sacrum, donc ça veut dire sur toute la colonne vertébrale, sur la circulation du liquide céphalorachidien, sur le sacrum, sur les hanches, et on va ramener un équilibre. Et dans cette technique, on utilise l'alphabet hébraïque parce que l'alphabet hébraïque, c'est quelque chose qui est dans l'inconscient collectif. Et même si on n'a jamais regardé ces lettres, c'est une information, hein, on revient à ce côté informationnel qu'on possède tous. Donc, on est tous sensibles à la signification de la lettre hébraïque. Et donc, on va choisir une lettre toujours avec le test musculaire et on va travailler avec la symbolique de cette lettre en même temps qu'on va travailler sur le crâne et le sacrum. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'inspire? Oui, alors on parlait du touch for hands. Donc, le touch for hands, ou la santé par le toucher, c'est une technique de John T, qui a été un des élèves de George Goodhart. Et donc, voilà, il a après élaboré sa propre technique, qui est en fait une technique d'entrée de la kinésiologie. Pour ceux qui veulent faire des études de kinésiologie, ils sont les bienvenus. Médecine, enfin, c'est la guérison de l'avenir, on va dire. Thérapie de l'avenir. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment, on va passer au travers du test musculaire, mais de tous les muscles. Il y en a 42. Et donc, avec la symbolique, je ne sais pas si je peux montrer ici, voilà, le positionnement des muscles sur lesquels on va travailler et les corrections, comment les tester, comment les corriger, etc. Donc ça, c'est un livre intéressant. Il y avait un autre livre que j'avais envie de montrer un peu, c'est le topo guide du corps. Donc, puisque on travaille sur des tests musculaires, bon, on ne nous demande pas d'être, et d'ailleurs, on ne se considère pas comme étant des médecins, hein, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de concurrence, ni de compétition déloyale. Mais donc ici, c'est important quand même de savoir comment on doit apporter des corrections sur les muscles, de savoir où sont les muscles et de savoir où apporter nos corrections, puisque parfois on doit pincer légèrement le muscle, parfois on doit aller à l'origine à l'insertion du muscle. Donc ça, c'est un guide voilà, qui nous est conseillé quand on fait nos études de kinésiologie. Alors, il y a une autre technique où on apporte vraiment une attention très, très importante à l'écoute active. Donc,
c'est aussi quelque chose que j'ai exercé en faisant même ma formation de coaching, c'est donc être capable de vraiment écouter ce que la personne dit. Et aussi, voilà, je parlais de systémique là tantôt, donc les relations parents-enfants, comment écouter, comprendre ce que dit verbalement, non verbalement son enfant. Donc ça, c'est un livre qu'on doit connaître. Alors, il y avait une autre technique, on n'a pas trop abordé aujourd'hui. Bon, là, c'est une technique qui s'appelle le brain gym et qui va travailler sur le fonctionnement, en fait, des hémisphères cérébraux. Comment est-ce que les hémisphères droit et gauche collaborent entre eux? Parce que le but, c'est d'être, comme on le dit, dans son alignement et donc d'avoir une bonne information qui circule dans le cerveau. Et donc, ça, c'est un livre qui a été écrit et qui explique vraiment la signification d'un stress, la signification de l'impact en fait d'être stressé et qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau. Du coup, petit souci de caméra, donc ma batterie n'a pas tenu le coup, donc j'utilise mon téléphone pour bien évidemment conclure cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, je te remercie aussi de t'être prêté au jeu, d'avoir pu ouvrir ton esprit et écouter et rencontrer du coup Laurence Eta, kinésiologue. Oui, bah écoute, moi je vais te remercier Alix de m'avoir fait cette proposition pour justement donner pignon sur rue à la kinésiologie. J'espère que j'ai pu représenter cette branche thérapeutique d'une manière positive, que vous avez envie d'essayer, ne fût-ce qu'essayer pour voir ce que ça peut faire. J'espère que toute cette conversation vous apporte des pistes de réflexion, de l'espoir. Oui. Vraiment, comprenez que tout est possible dans la vie. Comprenez que vous avez un immense potentiel, tous. Comprenez que voilà, il n'y a rien qui est prédéfini, il n'y a pas de fatalité. Et moi, je crois vraiment au potentiel de la personne. C'est ça. On est tous, chacun, responsables de ses propres capacités. On les a tous. On a tous ces capacités en nous et il suffit quelque part de commencer par se faire confiance et il suffit parfois d'ouvrir cette porte comme tu viens de le faire en regardant cette vidéo. Donc n'hésite pas également à ouvrir la porte du cabinet de Laurence Eta. Merci. Merci à toi. Au revoir.